J'essaie de voir. C'est ça, je pense qu'on a Lisbonne. C'est mon tour. Ah non, on ne peut pas voir le nombre de... C'est vrai. Bon, bonjour tout le monde. Du coup, on s'est déplacé avec Laura à Lisbonne aujourd'hui pour rencontrer et discuter avec Kevin. Il a eu l'honneur de nous... on a eu l'honneur, pardon, d'être invité chez lui et de nous accueillir. Je voudrais vous avoir aussi, franchement. Du coup, petite question. En vrai, on pourrait commencer par là. Ça pourrait être intéressant, je pense. Pourquoi Lisbonne, du coup? Pourquoi est-ce que... Parce que, alors déjà, bonjour à tous, j'espère que tout le monde nous entend. Je ne sais pas si le son est suffisamment bon. En tout cas, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Il faut que je parle fort, non? Je vais essayer de parler le plus fort possible. C'est de gueuler. Pourquoi Lisbonne? Parce que je trouve qu'à Paris, tu rentres dans une espèce de petite roue dans laquelle c'est très difficile de sortir. T'as tout le temps des choses à faire, tu es tout le temps distrait. Donc, te mettre un cadre de vie et une discipline, c'est beaucoup plus difficile qu'à Lisbonne. En fait, à Lisbonne, tu as bien sûr plein de choses à faire, mais tu as des cadres de vie, des disciplines, des gens qui sont très disciplinés, tu vois, qui vont au sport, qui vont pas te distraire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que je trouve que les Parisiens sont des gens qui prennent très peu soin d'eux. Ok. Par exemple, la dernière fois, je suis allé à Paris, je suis passé dans des bars, tu vois, genre il y avait, je sais pas, quarantaine, enfin il y avait peut-être 100 personnes, on va dire, sur la terrasse en train de fumer des clopes, boire du vin et manger du fromage, quoi, tu vois. Et donc je suis passé dans ce truc et vraiment, je te jure, à la fin, je puais la clope, quoi. Genre, c'est horrible. La troisième chose, c'est que les gens, je trouve qu'à Paris, ne sont pas assez ouverts d'esprit sur la méditation, sur la spiritualité, sur des choses un peu, des sujets de fond en fait qui sont vachement importants pour les entrepreneurs, pour comment est-ce que tu gères vraiment le stress, comment est-ce que tu gères ton organisation, comment est-ce que tu gères, comment même personnellement toi tu évolues, tu vois. Tu es ton meilleur asset dans ton entreprise, donc si tu prends pas soin de toi, totalement. Et ça, je l'ai vraiment senti. Si tu as des méthodes de méditation, tu as des événements, beaucoup d'événements qui arrivent. Je n'ai pas vraiment pris le temps de regarder à Paris comment c'était parce que j'ai pas été initié à ça, mais ici ça a été très rapide d'être initié à ce genre de truc. Parce que tu as des gens du monde entier en fait qui viennent ici et du coup qui apportent leur culture, qui apportent leur état d'esprit, qui apportent leurs connaissances. Et ça, c'est cool. Et enfin, je pense que la quatrième chose, c'est la nature. Tu vois, c'est marrant parce que j'ai croisé Jules de Scalesia. Il était là, sur la plage, à Copacabana à Lisbonne. Et genre, par hasard, je le croise dans un bar, tu vois. Et genre, moi, je suis venu là juste pour méditer un petit peu au bord de la plage, tu vois, pour souffler, pour reposer mon esprit et regarder la nature. Parce qu'en fait, quand tu es à Paris, en fait, tu vois que des buildings, tu vois que des voitures, tu vois que des gens qui courent, tu vois tout, en fait. En fait, ça m'angoisse de pas juste... la méditation, c'est ça. C'est par exemple, tu penses à la profondeur d'un océan, tu penses à l'immensité de l'univers, tu penses à toutes des choses en fait qui te dépassent toi et ta petite vie en fait. Te reconnecter. Exactement, te reconnecter un peu à quel est le présent, qu'est-ce que tu veux actuellement et qu'est-ce qui te fait plaisir, quoi. Donc la nature en fait te rappelle comment est-ce que tu dois vivre en fait. Et je trouve qu'à Paris, les gens ne vivent pas et survivent. Et c'est dommage, tu vois, ne serait-ce que quand tu vas dans le métro, ça m'a déprimé la dernière fois. D'ailleurs, c'est intéressant de parler de ça parce qu'on a parlé justement tout à l'heure avant de faire le live de l'entrepreneur nomade ou de l'entrepreneur, tu vois, qui essaie de scaler une boîte. Moi, dans mon cas, j'ai pris le métro, tu vois, récemment pour aller à un podcast, un enregistrement. C'était à Concorde, je me rappelle, et genre j'avance dans le métro et là je vois, mais il était 9h du matin, tu vois. Je vois une centaine de personnes, genre vraiment arriver comme ça devant moi. Quand t'as plus l'habitude, c'est et en fait, tous sur leur téléphone, tous tristes, tous les yeux fatigués, tous le truc, les machins. Je dis putain, et vraiment, là, tu sais, ma vision de boîte, elle a un peu changé parce que bon, au début, tu entreprends un peu pour toi, après, tu entreprends pour la mission, tu vois. Ouais. Moi, je vais pas me cacher, en vrai, j'ai entrepris à la base pour gagner de la thune et voyager, tu vois, et genre, ça a très bien marché. Et puis maintenant, je suis dans le focus d'améliorer la vie des gens, tu vois. C'est ma mission, en fait, au quotidien. Comment est-ce que j'aide les gens à trouver leur liberté financière, à gagner leurs premiers euros par mois. En fait, tout ce que j'ai découvert, en fait, en apprenant à faire du cash, maintenant, j'ai envie de le transmettre encore plus aujourd'hui, quoi. Donc, ma mission, c'est celle-là, et c'est assez drôle. Et tu vas peut-être te foutre de ma gueule, mais vraiment, quand je les ai vus arriver en face de moi, j'ai senti une espèce de cape poussée avec, je sais pas, des frissons, je te jure, où je me suis dit, putain, les gars, je vais vous sauver de cette merde, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai fait la mission. Ouais, vraiment, je vais vous sauver de cette merde, tu vois. Genre, c'est pas... J'avais fait un post justement où genre, j'avais pris la photo et j'avais mis la rat race, tu vois, parce que vraiment, c'est ça, c'est la rat race. Les mecs, ils sont là,
ils avancent, ils sont sur leur téléphone, ils tirent la gueule, ils sont pas contents, ils te collent, ils poussent. Bref, du coup, après, j'ai plus jamais pris le métro à Paris depuis que j'ai fait des Uber. Mais ouais, c'est hyper stressant, c'est oppressant. Les gens sont. En fait, je trouve qu'il y a une petitesse d'esprit et ouais, il n'y a pas une profondeur vraiment, je trouve, d'esprit dont je me retrouvais. Mais comme toi, en fait, je pense que tu as envie de déménager. Tu vois, enfin, toi, tu ne vis pas à Paris, tu vis à Bordeaux, donc je pense que c'est quand même différent. Mais de vivre dans un environnement dans lequel tu te sens bien, ça change tout, personnellement et professionnellement. À Lisbonne, c'est très lifestyle en termes d'entrepreneuriat, en fait. Je pense que c'est pour ça que ça te correspond aussi beaucoup plus. C'est les premiers mots que j'ai entendus tout à l'heure en arrivant à un café, lifestyle business, quoi, littéralement. Ouais, et je pense que ça te correspond aussi peut-être plus. Mais c'est marrant parce que intuitivement, on se dit qu'à Paris, c'est là où tout se passe, tu vois, où il y a plein d'opportunités. Et donc, je pense que les gens sont un peu inquiets quand ils se lancent en entrepreneuriat de ne pas être à Paris, justement. Ça, je pense que c'est pas forcément vrai. Enfin, ça dépend des business que tu as, tu vois. Mais moi, les gens qui veulent bosser avec moi, ils me contactent sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai beaucoup plus de visibilité à me balader dans la rue que tu vois, de faire des... Et puis, typiquement, ce concept de synergie, tu vois. Déjà, s'il faut que tu te déplaces pour aller voir quelqu'un parce que tu veux faire quelque chose avec lui, c'est que ça sent pas très bon, tu vois. C'est que lui, il a du temps à perdre et que tu as du temps à perdre. Donc, déjà, voilà. Comme nous pour ce live. Non, mais vous, ça fait pas. C'est votre side. Donc moi, je trouve que c'est génial. Tu vois, c'est différent. C'est pas pareil. Mais si vraiment tu as des synergies à faire avec des gens et que tu dois te déplacer à Paris pour les avoir, je pense que c'est pas le truc qui marchera. Tu vois. Moi, j'ai des gens qui me proposent de faire des partenariats de formation, qui me proposent de faire plein de trucs. Et pourtant, je suis à Lisbonne et quand j'ai un truc à faire, bah oui, je me déplace à Paris. Tu vois. Mais, après, genre, en toute franchise, c'est vrai qu'il y a des trucs que j'aurais aimé faire à Paris. Par exemple, inviter plus de gens à mes podcasts et tout, tu vois, genre faire ce genre de trucs. Donc, je sais pas trop comment je pourrais faire en fait des allers-retours comme fait Benoît Dubos, tu vois, de Scalesia. Il habite pas Paris, il fait juste des allers-retours. Ou tu peux le faire de manière groupée comme ce que tu fais là, en fait. Tu peux en profiter pour. Ouais, mais après, ça me consomme beaucoup d'énergie d'être à Paris. Donc, ouais, c'est juste plus une question d'envie que. Il y a un truc que tu viens de dire que j'ai dans la tête depuis tout à l'heure. Moi, je trouve qu'il y a. Enfin, je pense, tu me dis si c'est juste, mais ce que j'entends, c'est beaucoup le mot énergie. Enfin, tu vois, il y a vachement ce sujet d'énergie et c'est vrai. Tu vois, genre, moi, en arrivant à Lisbonne, je te le disais à toi aussi ce matin, tu sens que les énergies sont bonnes. Tu vois, il y a des bonnes vibes. Et rien que ça te permet de connecter. Je trouve qu'on parle trop peu. Enfin, tu vois, tu as beaucoup de gens qui te parlent dans l'entrepreneuriat d'esprit. Il y a des gens qui parlent de lifestyle, etc. Mais c'est pas. Tu as parlé de méditation. C'est marrant parce que j'entends pas tant de gens en parler. Moi, j'adore ça. Ouais. Mais j'entends peu de gens parler de la méditation. Et quand tu médites, tu disais, tu penses à l'océan. Enfin, à des choses qui te dépassent. Tu fais des méditations dirigées ou c'est toi qui. Non, c'est juste moi, j'ai besoin de voir, par exemple, là, les montagnes qu'on a en face de nous, la mer, les bateaux qui passent. Tu vois, juste de me rappeler, en fait, que mes problèmes, c'est la merde à côté de ça, tu vois. Genre, juste de voir un mec qui est sur ce bateau en train de chiller, ça m'aide à aller mieux, quoi. Moi, j'étais quelqu'un de très stressé, hein, franchement. Je me prenais la tête, je faisais des nuits blanches de dingue, quoi. Au début, quand tu as entrepris ou tout le temps? Toute ma vie, en fait. Ouais, moi aussi. Même l'année dernière encore, j'étais comme ça. Une fois où je faisais des nuits blanches. Donc, ce que je me suis rendu compte par rapport à ça, quand tu fais des nuits blanches, c'est que le lendemain, tu n'es pas du tout productif, quoi. Donc, en fait, tu as stressé toute ta putain de nuit où tu ne pouvais rien faire. Mais en fait, tu le sais d'avance que le lendemain, en fait, tu es juste KO pour bosser. Et donc, du coup, en fait, tu as perdu une journée de taf à juste stresser pour un truc que tu ne pouvais pas changer, quoi. Donc, il y a un truc entre. Il y a une espèce de vibe, une espèce de pression, je trouve, sur les entrepreneurs maintenant. Tu sais, tu as l'impression que tu dois vivre à Paris. Je l'entends beaucoup de gens qui commencent à entreprendre. Que tu disais tout à l'heure, Paris, c'est plein d'opportunités. C'est vrai. Mais tu as une espèce de pression quand tu démarres. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pression de il faut vivre à Paris, il faut vivre. C'est là que tu vas avoir des opportunités, c'est là que tu vas rencontrer des gens. C'est là que... Alors que finalement, peut-être que être reconnecté un peu comme tu disais, je trouve que c'est un message qui passe pas assez. Juste, en fait, être connecté à soi-même, tu vois, c'est peut-être la meilleure manière d'avoir un business qui fonctionne bien, tu vois, plutôt que vivre à Paris. Genre moi, je plains. D'ailleurs, si tu regardes, les vrais performants ne vivent pas à Paris. Enfin, rarement. Tu vois. C'est peut-être ceux qui y sont nés, etc. Peut-être c'est autre chose. Enfin, je sais pas, tu es peut-être né à Paris. Je suis né à Paris, ouais. Okay. Mais c'est marrant parce que ça me rappelle un post que j'ai fait il n'y a pas longtemps qui disait que
Moi, par exemple, j'ai jamais eu autant d'aide de personnes à partir du moment où je me suis dit, j'ai rien à foutre, j'y vais, tu vois. Ouais. Enfin, ton avis ou pas, je m'en fous, j'y vais. Parce que mes parents, ils étaient contre ce que je voulais faire. Tout le monde me disait, ah, mais t'es un malade, t'es trop con. Tout le monde se foutait de ma gueule hein, sur les réseaux sociaux et tout. Maintenant, aujourd'hui, ils sont là, ah, est-ce que tu peux m'aider à apprendre des trucs donc ça me fait sourire, en fait, tu vois, plus qu'autre chose. Parce que moi, c'est avec plaisir que je les aide, même s'ils se foutent de ma gueule. Et je vois des potes acheter des caméras, acheter m'envoyer des photos de ça en disant là, c'est bon, j'ai fait le premier pas. Je fais maintenant, vas-y, il faut se filmer et publier. Donc vas-y, il te reste encore les 2 plus grosses choses à faire. Et on va voir si tu te fous de ma gueule maintenant. Et accepter les remarques. En tout cas, je pense qu'il y a jamais, j'ai jamais eu autant de personnes qui sont venues m'aider qu'à partir du moment où je me suis dit, vas-y, je vais mettre moi avant les autres, tu vois. Et je pense que, tu vois, à partir du moment où tu as ta mission, à partir du moment où tu as ton focus, moi, ça me permet de vraiment garder mon focus, quoi, tu vois, genre sur un truc, et de le faire extrêmement bien, et de savoir vers quoi je vais, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, puis même de m'élever à Lisbonne, tu as plein de gens qui ont fait des levées de fonds qui sont très accessibles. Comme tu disais, tu vois, il y a Peter Levels, qui est là aussi à Lisbonne. Moi, je rencontre il y a plein d'entrepreneurs. On en voit plein, ouais, c'est sûr. Moi, l'un des mecs qui m'a le plus aidé, c'est un ami à moi qui est là, que j'avais rencontré à The Family, justement. Il m'a beaucoup aidé, dans le sens où lui, il a un business qui cartonne. Bon, il fait entre 15 et 20 000 euros par jour. C'est pas mal. Voilà, c'est quand même un truc, voilà, pas trop mal. Petit business. Mais du coup, de fréquenter des gens-là, de fréquenter ce mec-là, ça m'a permis de comprendre comment je devais dépenser mon argent, pourquoi, où est-ce que je l'investis, est-ce que je l'investis pas. Toutes les erreurs, en fait, classiquement, que lui a faites, j'ai pu ne pas les faire à moi, tu vois. Ouais. Pareil, quand je veux déléguer, il me le dit depuis des années comment déléguer, comment je dois scaler mon business, il me dit comment. Je les connais, les clés, tu vois, pour y aller. Et c'est assez drôle parce que il y a des choses que tu dis et des choses que tu n'es pas prête à entendre, tu vois. En mode, moi, je peux, et c'est ça que j'ai beaucoup remarqué, c'est qu'en fait, tu peux donner les meilleurs conseils avec un entrepreneur. S'il n'est pas prêt à écouter ce que tu vas lui dire, il a besoin d'apprendre lui-même par la leçon, tu vois, ça ne sert à rien ce que tu fais. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec le coaching et j'ai arrêté d'en faire, parce que je pense que c'est 90% de psychologie avant d'être du business. Ouais. C'est un délire, genre. Franchement, moi, il y a des moments... Ouais. Il y a des moments où vraiment je pétais des câbles en me disant, il faut faire ça, comme ça et ça. Et je googlisais le truc, quoi, tellement le mec, il ne voulait pas m'écouter. Et putain, la semaine d'après, le mec n'avait toujours pas fait parce qu'il avait une détermination dans sa tête qu'il voulait échouer pour pouvoir avancer derrière. Tu vois. Et c'est dramatique, je pense, d'être comme ça. Je pense que c'est pas dramatique, mais en tout cas, je pense que c'est la raison pour laquelle c'est très dommage de se comparer aux autres. Tu vois. Parce que je pense que chaque entrepreneur est différent. Si tu avais mis Facebook à 4 entrepreneurs en même temps, jamais personne n'aurait pu atteindre ce qu'a fait Mark Zuckerberg. Tu vois. Ce que je veux dire, c'est pas le projet qui fait la réussite, c'est l'entrepreneur qui fait la réussite. Ah, c'est sûr. Et Zuckerberg, je pense que c'est quelqu'un qui avait quelque chose, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à se prouver, à prouver aux autres pour réussir. Et cette arme qu'il avait à l'intérieur, il y a 0,01% des gens dans le monde qui l'ont. C'est pareil pour Bezos, tu vois. Genre. C'est des mecs, en fait, et même plein de gens qui sont successful aujourd'hui, qui font des sacrifices et qui sont prêts à les faire. Moi, aujourd'hui, je suis prêt à faire des sacrifices que je n'étais pas prêt à faire il y a 2 ans, tu vois. Et c'est fine. Et si je mets 5 ans pour atteindre les 10 millions d'ARR, j'aurais kiffé ma vie et c'est pas... ça ne me servirait à rien d'avoir 10 millions maintenant, tu vois. Alors, si j'en ai besoin plus tard, je les ferai. C'est une question d'étape. Exactement, c'est une question d'étape, une question de quel chemin tu prends. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est assez drôle de voir que les gens qui ont des cheat codes de business, tu vois, en mode les mecs de la crypto, les mecs de l'auto, etc., perdent dans 99% du temps tout leur argent. Parce qu'en fait, tout simplement, ils ne sont pas prêts à gagner autant d'argent. Dans la transformation, le travail est sur toi principalement. En fait. Ouais, en fait, tout est sur toi. Et je pense que surtout, tu vois, l'argent, je le vois un peu comme dans un jeu vidéo. Oui. Tu as des niveaux, en fait. C'est un accélérateur ou... Ouais, mais même, tu as des bonus, tu as des nouvelles emmerdes. Genre, tu vois, par exemple, quand tu joues à Super Mario, tu as, genre au début, c'est facile, tu vois, tu as des petites bêtes qui te bouffent. Après, dans le niveau 2, genre, tu dois sauter, tu vois, tu vas éviter. Tu as des trucs de plus en plus difficiles. Voilà. Plus tu as d'argent, plus tu as d'emmerde. Et les problèmes d'argent te paraissent très petits. Exactement. Ça, c'est bien. Tu sais mieux en mieux gérer aussi. Ouais, si tu pouvais retourner au niveau 1, tu serais content. Mais du coup, ouais, il faut bien avoir conscience que, en fait, plus tu as d'argent, plus tu as d'emmerde.
plus t'as de clients, plus t'as d'emmerdes. Et c'est surtout qu'en fait, par exemple, tu as gagné de l'argent trop vite. C'est ce qu'on disait sur un gamin qui a 20 ans, 22 ans, qui gagne plusieurs millions. Nous, à notre échelle, c'est impressionnant parce qu'on a la trentaine, tu vois. Putain, comment il a fait le gamin à 19 ans, 20 ans pour gagner autant d'argent? Mais il faut bien se dire quelque chose, c'est que cette personne-là ne peut fréquenter que des mecs de 40 ans ou 45 ans. Parce que personne, ou du moins très peu de personnes, ont autant de thunes que lui, ont autant le lifestyle que lui, tu vois, peuvent acheter un appartement, peuvent faire ci, peuvent faire ça, peuvent payer un yacht, tu vois, peuvent se payer une Tesla. Enfin, je suis désolé, mais quel personnage tu vas être à avoir une Tesla à 20 ans par rapport à tes potes qui, en fait, sont en train de se bourrer la gueule encore en boîte les week-ends, tu vois. Ouais, puis au-delà de ça, on parle de la solitude de l'entrepreneur, mais déjà, nous, je trouve que c'est pas facile de connecter avec des entrepreneurs qui sont comme toi, du coup, et qui sont pas comme ton entourage. Ouais. Donc lui, j'imagine que c'est encore plus dur. J'imagine le clivage. À ton âge. La tête, il se rend compte, en fait, que toutes les discussions qu'il a avec les gens, c'est des gamins, des mecs de 40 balais qui les ont, tu vois. Et c'est triste, en fait, je trouve. Moi, je t'en fais la peine. Au-delà de ces discussions, c'est ses problèmes. Il a des problèmes de mec de 40 ans, tu vois aussi. Ouais, totalement. Alors, c'est si on revient sur ce qu'on dit, c'est exactement. Ouais, genre, t'as beaucoup d'emmerdes, t'as des gens qui t'admirent, mais en fait, tu sais pas trop quelle est ta place. Tu sais qu'il y a de la chance aussi dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est ce qui m'arrive aussi un peu en ce moment. Tu vois, il y a des gens qui m'admirent, mais moi, j'ai rien d'admirable pour moi, en tout cas, tu vois. Mais c'est parce que c'est mon ambition personnelle, tu vois. Par rapport à la leur, en fait, tu te rends compte que tu as évolué dans ce sens-là, où tu as des gens qui commencent à admirer les choses que tu as faites, alors que toi, en fait, c'est juste, tu n'as pas du tout, tu n'as rien fait encore, tu vois. Et en fait, je pense que, tu vois, plus tu atteins des paliers, plus tu deviens ambitieux. Tu vois. C'est pour ça que c'est dangereux de gagner tout d'un coup, c'est qu'en fait, tu n'as plus de paliers à aller atteindre ensuite, au-dessus, tu vois. Genre, c'est ce qui est un peu, d'ailleurs, ce qui est un peu en train d'arriver avec Guillaume Moubèche, par exemple, tu vois. Sans mettre le mec, il a fait 10 millions, 20 millions, je sais plus, 50 millions maintenant. Il se dit, bon, vas-y, maintenant c'est bon, je suis chaud, je vais peut-être faire une licorne, tu vois, je vais essayer d'y aller, tu vois. Et personne, il n'aurait jamais pu penser faire une boîte. Maintenant, il va faire une licorne, tu vois. C'est 1 milliard par an. Jamais personne, je pense, que Guillaume Moubèche ne pensait pas en montant sa boîte qu'il voulait faire $1 milliard de compagnie au début, tu vois. C'est un mec qui est plutôt chill, qui aime bien voyager, etc. Donc, il fait beaucoup de sacrifices parce qu'il a envie aussi, je pense. Ce serait intéressant d'ailleurs de le voir dans ce live. On en parlait la semaine dernière. Et je pense que ouais, il a pris en fait conscience de quelque chose, qui était capable d'aller une step suivante, qui est prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour y arriver. Et il va y arriver ou non, et c'est pas très grave s'il n'y arrive pas, je pense. Ouais, mais il y a un truc avec Guillaume, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis, et il y a un truc, c'est qu'il est prêt aussi, du coup, tu vois, carrément. Enfin, je pense que c'est un peu ce que tu dis, mais il est prêt à y aller aussi. Ouais. Il y va avec toute sa tête, tu sais. Et il y a aussi le truc dans le sens où c'est comme, je vois en ce moment pas mal, tu as des boîtes crypto, en précis, elles lèvent 250 millions d'euros. Tu vois, genre déjà, la valo, elle est presque au milliard. Ouais. Donc, en fait, eux, genre, au premier tour, ils vont déjà être en mode licorne. Mais des mecs, enfin, tu vois, genre, si moi, demain, ça m'arrivait, je pense que je ne serais pas prêt. Ouais. Parce que Guillaume, il l'a fait step by step pour le coup. Exactement. Ce qui fait que, je sais pas, moi, je le vois, je le suis pas mal, mais bon, je le suis pas à l'aide, mais il est en Afrique du Sud ou je sais pas où. Il bouge beaucoup, mais il a construit sa boîte avec des bases, du coup, méga solides. Alors que, et donc, je pense que l'Emlist, ça va scale et il a raison de voir ce truc parce que, en fait, c'est sa step suivante. Tu vois, genre, il est au boss, peut-être pas au boss de fin, mais il est à un des boss de fin. Tu vois. Et pour lui, non, en fait. Ouais, c'est ça qui est ouf. Ouais, mais c'est ça qui est ouf, le projet le dépasse. C'est d'ailleurs ce que disait Toinon sur le podcast de Scalesia récemment, tu vois. J'ai écouté des petits reels qui disaient le nom de Walaxy. Justement, lui, il disait ça. Il disait en fait, regarde, les Miss, ils font 2 fois notre CA, mais enfin, nous, notre boîte, on est chill, on est tranquille et on kiffe, tu vois. Carrément. Là, il faut savoir ce que tu veux, en fait. Quels sont tes objectifs aussi. C'est peut-être pas sa mission d'aujourd'hui. Peut-être que dans 5-6 ans, il dira que ça changerait dans 5 ans, ouais. Exactement. Mais 10 ans, mais... Tu vois, on en parlait à midi. Si je peux, on discutait de coco un peu avec Laura, donc de sa boîte de kombucha. Et elle me disait, en fait, moi, aujourd'hui, c'est cool. Tu vois. Genre, j'aime bien. Genre, on marche bien. Tu vois. C'est cool. Il y a une vision. Tu vois, j'ai une vision, bien sûr, je vais développer. Mais, c'est lifestyle business, quoi. J'ai exactement. pas d'employé, je suis en digital. Je pourrais accélérer, avoir plein de commerciaux comme font les gens dans la boisson. Mais pour le moment, j'ai pas forcément envie de lever des fonds, tout ça. Mais ça veut pas dire que je le ferai pas plus tard, quoi. Ouais. Et je pense qu'il faut être step by step, en fait, c'est ça. Tu stabilises le business, tu vois un peu ce que tu as envie. Et c'est une débilité de se comparer, en fait. Genre, vraiment, moi, je l'ai fait, en fait. Tu vois, je l'ai fait lundi, je vois un post d'une entreprise food qui fait son CA du mois, 50 000. Et là, 50 000 ce mois-ci.
Je fais un peu moins, je fais en moyenne 30 000. Et là, je regarde et ils ont 10 employés, en fait. Et donc, tu dis, mais la comparaison, moi, je suis solo founder. Tu y as limite plus que quoi. Donc, plus que la fondatrice. C'est ça. Et en plus, eux, ils sont en physique, ils ont sans doute des bureaux, alors que moi, j'ai ma meilleure vie au Maroc, tu vois. Donc, la comparaison, elle est débile. Et puis, tu as des gens ça fait 10 ans qu'ils entreprennent, tu as l'impression qu'ils réussissent du jour au lendemain. Bah non. Ou ils ont, peut-être, c'est ça, d'autres atouts que tu n'as pas. Donc, moi, je me rends compte de ce que je gagne aussi, parce que, en fait, en tant que solopreneur, tu n'as pas de limite, tu vois. Mais quand je rencontre des mecs qui ont genre 50, 100 salariés, etc., et que je leur dis combien je gagne par mois, tu vois, ils me disent quoi? Ils me regardent comme ça, ils me disent quoi? Je vais faire comme toi, tu vois. Moi, pour moi, c'est illusion. Hein, pour moi, c'est. Ouais, en fait, les mecs, ils gagnent 8 000, 10 000 euros par mois, tu vois, genre, ce qui est déjà bien, en vrai. Mais toutes les boîtes qu'on a l'impression qu'ils sont énormes et tout, on a regardé un peu les chiffres d'affaires par rapport aux employés ou la marge. Les CA. Moi, j'ai été on s'est fait un truc la semaine dernière quand on était à Tarzo, du coup, chez moi, et on s'est dit, on va regarder des boîtes un peu en vogue et tout. Je ne vais pas les citer parce qu'on sait jamais. Des boîtes dont on entend beaucoup parler. On a regardé les CA, ils font des CA de merde. Enfin, moi, je m'attendais à des trucs. Enfin, pas de merde. 1 million, quoi, alors que tout le monde en parle depuis des années. C'est des boîtes, tu vois, qui ont 10 ans, dont tout le monde parle. Et toi, tu es là, mais quoi? 1 million? Enfin, c'est peu. Divisé par 500 salariés, avec des marges 4 000, 000, 6 000 euros par mois. Plus les bureaux, plus les conneries. Non, c'est pour ça que ils n'ont pas toutes les parts en plus. En plus. Mais c'est pour ça que les investisseurs, ils en ont ras le cul de ça, quoi. C'est qu'une mauvaise gestion de recrutement. Et c'est d'ailleurs la deuxième chose que je dirais, c'est que le soloprenariat, aujourd'hui, si vous voulez concurrencer un marché, c'est hyper simple, tu vois. Moi, c'est comme ça que j'ai cassé le marché de la grosse, entre guillemets, tu vois, des concurrents. C'est qu'en fait, moi, je suis tout seul, j'ai pas de charge, j'ai rien. Genre, tu fais le levier digital qui est... Bah ouais, en fait... endless, quoi. Je peux diminuer mon prix, je peux l'augmenter, je peux... j'ai pas de bureau, je m'en fous, tu vois. Donc, on est hyper dangereux, en fait. En tant que solopreneur, tu es quelqu'un de très dangereux dans le business et tu peux casser des barrières que tu penses imbattables, quoi. Franchement, tu peux concurrencer, je pense, un Uber. Regarde, imagine, demain, tu crées une application Uber gratos. Regarde, tout con, hein. Tu crées, toi, tout seul, une application Uber gratos et t'invites, je sais pas, tu scrapes tous les Uber, tu vois. Alors, tu mets un bot, tu prends des commandes et tu les envoies sur ton application. Tu dis, voilà, j'ai trouvé une application, tu fais un système de viralité et tu le rends gratuit. Tu vois, pour tous les chauffeurs, pour tout le monde, tu vois. C'est juste, vous payez ce que vous avez à payer, quoi. Tu kills le marché d'Uber tout seul. Donc, petit à petit, ça va faire son trou. Peut-être que les gens vont faire le bouche à oreille, etc. Donc, tu utilises ça, tiens, utilise ci, etc. Tu vois, ça va faire parce que le bouche à oreille de Uber, c'est quand même lunaire. Ensuite, tu trouves un petit... on va développer une application d'Uber. Tu fais une application, tu fais un clone en 2 secondes. Tu trouves ça en open source direct. En plus, là, direct. En no-code. C'est sûr qu'il y a des mecs qui avaient déjà fait ça. Après, il y a un sujet de serveur et tout. Il faut avoir un peu de cash. Mais pas grand parce que tu as quand même des serveurs qui... Non, dans l'idée, c'est faisable. C'est 100 des milliards. Mais en fait, sans dépenser d'argent, sans qu'il y ait un modèle de gain, genre qu'il y a un business model, c'est compliqué parce que si tu commences à absorber des genre 150 000 commandes sans serveur. Mais ne serait-ce, alors tu ne peut-être pas gratuit, mais moi, je ne sais pas comment ça coûterait, mais vous avez vraiment. Après, tu as des crédits. Oui, non, mais je crois que tu as 3 000 balles de crédit, tu vois. Bref, je ne sais pas comment ça coûte, mais dans tous les cas, de toute façon, tu prends 1 ou 2% par driver. Déjà 1% ou 2% par driver, contrairement à 30% de ce que te prenne Uber, parce qu'Uber, ils ont des frais, ils ont des charges, des machins, des trucs. Ils travaillent un peu de cash. Uber, c'est un braquage. Ouais, c'est un énorme braquage. Je sais pas si c'est encore rentable. Je sais pas, je sais qu'il y a eu un moment où... Ils sponsorisent encore beaucoup leurs chauffeurs et tout. C'est ce qu'avait fait Hitch. C'est ce qu'avait fait Hitch. Tu prends juste la même stratégie que Hitch, tu vois, mais tu l'appliques en mode... Bon, bref, je ne vais pas vous dire si vous voulez faire, franchement, idée business, en vrai, tu as plein de trucs comme ça où, en fait, parce que tout le monde, les gens ne comprennent pas ça, mais c'est que les unités économiques, c'est-à-dire combien est-ce que tu arrives à générer par mois versus combien ça te coûte, c'est ça le truc le plus important, tu vois. Les big tech, comment tu arrives à gagner de la thune. Et il y a plein de boîtes aujourd'hui, même que vous connaissez, qui finissent le mois à 10 000 euros, tu vois, en redistribuant toutes les charges, tous les salaires, tous les machins. Et en fait, toi, en tant que solopreneur, tu penses que c'est des monstres. En fait, c'est personne, tu vois. Toi, tu arrives juste à récupérer 40-50 000 euros en faisant un concurrent d'Uber, en prenant 1% par drive. T'es le roi du monde, tu vois. Et je pense que c'est vraiment un mindset. En fait, il y a plein de boîtes qui se disent, quand, par exemple en food, c'est normal de perdre de l'argent les premières années, on investit, etc. Mais en fait, non, si tu te focuses sur être flexible, être solo et te dire je vais être rentable dès le début,
c'est aussi beaucoup plus jouable. Je suis d'accord, mais je pense que jusqu'à maintenant, il y a peu de gens qui avaient envie de monter des boîtes tout seuls, au final. Les gens, ils ont un peu la vision de... Moi, j'avais ça. Hein. Dans ma première boîte, j'étais là en mode, moi, je vais monter SpaceX. Dans ma tête. Oui, toi, t'as démarré possible, toi. J'avais un peu... Dans ma tête, je veux dire, tu vois. Bien sûr, j'ai la vision. Ce que je veux dire, c'est que tu as aussi la vision de ce que les gens ont envie de... ce qu'ils ont envie d'aller chercher, tu vois. Toi, tu as monté ta boîte en disant, vas-y, je vais y aller pour faire mon truc toute seule, gagner de l'argent. Non, au début, j'étais hyper levée de fonds et tout, tu vois. Après, finalement, lifestyle, c'est sympa. Mais ça a été le solopreneur, c'est un peu le nouveau. C'est The Family, quoi. C'est The Family qui nous a inculqué ça. Aussi, ouais. J'ai perdu tellement de temps à aller sur Internet. D'ailleurs, c'est horrible ce que je veux dire parce que ça nous a permis d'aller dans l'entrepreneuriat tous. Mais c'est plutôt bon que ce soit enlevé de YouTube, quoi, au final. Parce que ça nous a quand même éduqués dans un mindset où il faut aller lever des fonds. C'était pas business first, tu vois. Je pense, alors moi, je vois deux choses par rapport au contenu qu'on a eu. La première, c'est que ça a un impact négatif aujourd'hui. Enfin, on se rend compte qu'en fait, si on avait pu monter notre boîte, tu vois, en ayant vraiment des tools actionnables avec des trucs concrets pour gagner du cash rapidement sans avoir besoin d'aller lever des fonds. Parce que mine de rien, c'était l'enjeu de The Family, de venir les voir, de prendre des parts dans ta boîte, tu vois. C'était leur enjeu de valoriser ça, tu vois. Parfois, ça peut être leur modèle économique. Bien pour certains, un modèle économique. Ouais, pour certains. Mais quand moi, je voyais des boîtes, ça n'avait aucun intérêt de lever des fonds. Enfin, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais en fait, en tout cas, moi, je pense que ce contenu qu'on a eu en ligne, ça nous a au moins permis d'une chose, c'est de nous faire croire que l'entrepreneuriat, c'était quand même facile. Anyone can be an entrepreneur. Ouais, anyone can be an entrepreneur. Exactement. En vrai, il faut s'en convaincre. Mais ça a lancé plein de gens aussi, d'une certaine façon. Juste de simplifier en fait l'entrepreneuriat, ça a permis à plein de gens de. Moi, j'ai entrepris très jeune, j'avais fait une agence web avec des sites WordPress et tout, donc ça marchait bien. Et le moment où j'ai écouté The Family, j'ai tout raté. Genre, défocus absolu, je savais pas du tout par quoi commencer. C'est vrai, je me rappelle, tu regardais une vidéo, tu dis ah putain, il a trop raison, il faut que je fasse ça. Comment tu re-regardes une vidéo, tu dis ah putain, mais pourquoi j'ai pas pensé. Tu re-regardes une vidéo. Et en fait, du coup, tu prenais plein de directions différentes pour au final jamais arriver à le truc, tu vois, qui te permettait d'y arriver, quoi. En fait, à partir de quel moment, par exemple, tu abandonnes ton projet si ça marche pas, parce que ça, moi, c'est une vraie question. Grave attaché à mon projet, tu vois. Mais c'est une vraie question parce que tu as l'impression que tu vas fail potentiellement jusqu'à ce que tu réussisses. Parfois, tu t'accroches. Mais c'est dur de savoir à quel moment tu te dis vraiment si c'est pas possible, quoi. Moi, je pense pas qu'il y ait de projet qui soit pas possible. C'est un peu ce que je me dis, mais c'est quel effort tu veux mettre, est-ce que c'est vraiment ta mission et à quel moment tu t'accroches ou tu te rends compte que c'est pas possible. Moi, je trouve que tu vois assez rapidement en vrai si ton produit marche ou pas. Ouais, mais ce qui veut dire que, en fait, pour moi, tout dépend de la raison pour laquelle tu as entrepris à la base aussi, tu vois. Mais pour moi, quand tu montes un truc avec une conviction et que tu es prêt à remettre en question la forme de ta conviction, d'une certaine façon, ça veut dire que ton business, il va toujours trouver une voie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, par exemple, j'ai fait pas mal de masterclass avec des gens où il y a beaucoup de gens qui vont se lancer dans la communication sur Insta, des trucs comme ça. Tu vois, t'as un peu de tout. J'ai eu des gens qui faisaient ça, j'ai eu un gars qui voulait faire un concurrent de beurre, qui a un comparateur. D'ailleurs, Jamel, peut-être qu'il nous regarde. Oui, mais je le connais. Ouais, qui a UWay. Typiquement, lui, tu vois. UWay, ça fait un moment. On va prendre cet exemple. UWay, ça fait un moment. Il a eu du mal à développer. Enfin, il a eu du mal. Il a mis du temps à sortir la version. Son MVP et tout. C'est hyper intéressant ce qu'il fait, moi je kiffe son business. Mais par contre, il y a un truc qui le rend très différent. Il n'a pas lâché, et il a raison. Et il y a un truc qui le rend très différent, c'est qu'il a la capacité et la résilience de constamment remettre son esprit en question pour donner une forme à son business qui serait adaptée à ses clients, finalement. Enfin, en gros, il cherche une tangente. Et en fait, pour moi, tant que tu cherches une tangente, il y a une question de patience, il y a une question de vision, et il y a une question de priorité. Si tu fais ton truc pour gagner de l'argent tout de suite, c'est dead, tu vois déjà. Et que ton truc marche pas, et que tu mets du temps, et que tu pars de loin, c'est dead. Mais si tu as la patience d'adapter ton projet, bah du coup... Moi, je pense que tu as plusieurs choses là-dedans. Premier, tu as le facteur externe, c'est-à-dire que tu lances une boîte et tu as des choses qui se passent dans l'environnement externe que tu n'as pas prévu. Ouais. Tu vois, par exemple, le diesel qui s'arrête dans pas trop longtemps, par exemple, le COVID, un outil qui ne te donne pas accès à ses API, tu vois, ou un outil qui est trop bloqué techniquement. Facteur externe, en fait, un ChatGPT, par exemple. Tu vois, si j'avais lancé ma formation avec ChatGPT à l'époque, je pense que j'aurais fait encore un meilleur taf, tu vois. Tu as des outils qui arrivent en fait au fil du temps. Comme je te disais, on n'avait pas Stripe à 19 ans quand on a entrepris.
Donc, en fait, tu as les facteurs externes dans lesquels tu n'es pas dépendant, dans lesquels il faut quand même suivre l'actualité et te dire, OK, bon, en fait, tu as bossé comme un chien. Tu vois, par exemple, toutes les boîtes d'IA qui bossent depuis 10 ans sur de l'IA, qui ont dépensé des tonnes avec la BPI, tu vois, et qui voient ChatGPT arriver aujourd'hui, et qu'en fait, ils font juste une putain de connexion make sur leur bot, et qui disent, putain, on a dépensé en fait 10 ans à dépenser 500 000 € par an pour faire de la R&D, et finalement, on a l'outil qui vient aujourd'hui, tu vois. Donc, en fait, ils sont morts dans l'œuf, quoi. Et ça, c'est des facteurs externes, malheureusement, que tu peux pas. C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment une vision long terme sur le projet. Ensuite, tu as les facteurs, je pense, interne, donc c'est ce dont tu parles, parce que tu as la résilience de changer, tu vois, les trucs rapidement pour voir quel problème tu essaies de résoudre, comment, pourquoi, et de la meilleure manière possible en fonction du problème que tu as identifié. Et je pense que la troisième, et c'est celle qui est le plus sous-estimée, c'est qu'en fait, putain, est-ce que ton problème que tu essaies de résoudre est douloureux ou pas, tu vois? Est-ce que, putain, genre, c'est une question un vrai problème, quoi. Genre, est-ce que tu souffres quand tu fais ça? Bien sûr, tu vois. Moi, genre, les gens, ce que je vends, c'est les gens sont trop lents, tu vois, dans l'entrepreneuriat. Ils n'arrivent pas à tester des idées rapidement. Est-ce que ça te fait souffrir? Et je te jure, en fait, la majorité du temps, les gens disent, ouais, putain, ça fait genre 3 semaines que je suis en train de faire mon site internet. Ah, putain, j'ai mis 3 jours à faire du copier-coller. Ou alors, j'ai envoyé des messages à la main, ça m'a mis 1 mois. J'ai pas réussi à récupérer ces leads-là. Je suis sûr que sur ce site internet, il y a tous mes prospects, mais je peux pas récupérer les informations. Donc, je les ai copiés pendant 1 semaine à la main. Mais attends, mais what the fuck, quoi, genre, tu vois, c'est douloureux, moi, ce que j'essaie de résoudre comme problème. Genre, c'est vraiment douloureux quand je vois des gens bosser à côté de moi. Ça m'énerve de les voir bosser, tu vois. Quand je les vois faire des copier-coller, pas aller assez vite. Et franchement, moi, j'ai plus la patience tu vois, de faire tout ce qu'ils font. Moi, tu me vois bosser, genre, je fais des raccourcis dans tous les sens, ça va tout vite. Il y a tout qui pop de partout sur mon ordinateur, tu vois. Et je sais exactement qu'est-ce qui se passe à tel moment. Tu utilises beaucoup d'automatisation aussi? Ouais, très souvent. Ouais. Bah, même, là, tu vois, tout à l'heure, j'ai essayé de scraper là, tu vois, par exemple, ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, c'est j'essaie de construire des outils pour mes élèves avec l'intelligence artificielle. Donc, je suis allé scraper des PDF sur LinkedIn, tu vois. Et en fait, avec les PDF, l'IA peut les lire, du coup, interpréter les patterns qui ont été utilisés par ces PDF, et du coup, de réécrire un article ou un post LinkedIn en fonction des meilleurs influenceurs de LinkedIn, tu vois. Temps d'exécution, franchement, j'ai fait ça en 20 minutes, tu vois. Et potentiellement, ça peut devenir un produit de demain, ou genre que je le vende. Mais tu vois, c'est ça que je pense que les entrepreneurs devraient tous se dire, c'est putain, c'est quoi le problème douloureux que j'essaie de résoudre, en fait, si tu penses qu'il n'est pas douloureux, tu peux le transformer en douloureux, tu vois. Et c'est ça le marketing. Par exemple, c'est ce que j'étais en train de faire avec le café. Moi, j'ai un pote qui a inventé une poudre. Ici à Lisbonne, ils sont très nature, etc. Donc, ils ne prennent pas des champignons hallucinogènes, mais c'est des champignons genre. Vous regardez, ça s'appelle Lion Man. C'est très très bon pour la santé. C'est des champignons bons pour la santé. Bon, ça ne fait rien dans ton cerveau, ça ne fait pas des hallucinations. C'est comme des champignons que tu manges qui sont bons pour la santé. Et il a inventé une poudre en fait qui remplace le café, etc. Et il n'arrive pas à faire une seule vente avec ce truc, tu vois. Et du coup, bah, en fait, les gens, tu leur dis, ah, vas-y, j'ai inventé une poudre avec du champignon, etc. Bon, bah, les couilles, je ne pas, tu vois. En revanche, tu lui dis, mais tu sais que si tu bois du café, tu peux faire un arrêt cardiaque à 40 ans, tu vois. C'est ça le marketing. Problème douloureux, bah ouais, après, j'ai pas envie de crever, tu vois. La pire peur qui existe, bah, ouais, voilà, c'est parfait. Ça peut être, c'est très agressif. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand tu appuies sur le problème, moi, ok, vas-y, donne-moi, je vais essayer, tu vois, ça me donne encore un peu plus envie, quoi. Clairement. Et je pense que c'est en comprenant les humains que tu comprends les algorithmes et que tu comprends comment vendre quelque chose. Et en fait, quand tu as compris ça, quand tu as compris vraiment, et moi, je pense que pendant très longtemps dans ma carrière entrepreneuriale, j'étais en mode course à l'argent, vas-y, il faut que je fasse plus de thunes, il faut que je mette plus de thunes dans mon truc. Et maintenant, je suis presque convaincu que si demain tout s'arrête, je serai capable de tout reconstruire parce que tout ce que j'ai appris, ça a beaucoup plus de valeur que l'argent que j'ai sur mon compte en banque, tu vois. Genre demain, je peux lancer n'importe quel business, je peux, tu vois, genre à partir du moment. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, ce que j'ai appris pendant cette année-là, qui me permet d'avoir aujourd'hui le self-control sur ma vie, tu vois, en mode quoi qu'il arrive, je vais réussir à faire du cash plus tard, je le donne gratuitement tous les jours, tu vois. Et qu'en fait, je me rends compte que même si je le donne gratuitement,
les gens s'en battent les couilles. Et c'est terrible, en fait, de voir ça. Tu veux louer un peu cette impression-là. Ouais, mais c'est vrai que c'est parce que ouais, tu donnes énormément de valeur et finalement, tout le monde n'utilise pas la valeur ne passe pas à l'action. Je pense qu'ils sont pas prêts, en fait. Ils passent pas à l'action, en fait. Ils n'ont pas le drive. Hein, il y a la peur. Le curseur de la valeur au même endroit aussi, tu vois, sûrement. Il y a d'autres choses. Je pense qu'ils sont pas prêts à l'entendre. Et d'ailleurs, comment tu as eu le déclic, toi, de te relancer dans l'entrepreneuriat? Parce que tu as entrepris jeune. En fait, au final, on a sauté la présentation, mais c'est vrai que ça aurait été sympa de connaître ton parcours. Parce que tu étais entrepreneur, puis de nouveau. Ouais, bah, rapidement, moi, j'ai commencé à jailbreaker d'iPhone. Enfin, j'ai commencé à jailbreaker mon iPhone. J'ai commencé l'entrepreneuriat à la sortie du premier iPhone. Je ne sais plus si c'était 2007 ou 2009. Je crois que c'était 2007. Très jeune. J'ai commencé à jailbreaker mon iPhone et rentrer un peu dans le côté geek, tu vois, hack. J'étais fan du mec de 19 ans qui avait hacké, qui avait hacké iPhone. Je le suivais sur Twitter et tout, je suivais toutes ses actualités. Et en fait, un jour, j'avais mis un Pac-Man sur mon écran pour déverrouiller, parce qu'à l'époque, tu slidais. J'avais mis un petit Pac-Man, tu vois. Et tous mes potes de ma classe me disaient « Ah putain, je veux pareil et tout, etc. » Je leur donnais le tuto pour le faire. Ils ne le faisaient pas. Le lendemain, ils venaient me voir. « Tu peux me le faire ?» Je fais « Non, j'ai la flemme de te le faire. » Vas-y, je te donne 20 balles. Du coup, ils commençaient à me donner 10, 20, 30, 40 balles pour le faire. Je rentrais à la maison avec des téléphones et du coup, j'ai commencé à jailbreaker les téléphones. Puis un jour, je me suis dit, bon, bah vas-y, je vais faire un site internet pour montrer mes services, tu vois, pour avoir plus de clients, quoi. Vraiment, c'était du foutage de gueule. Et du coup, marrant comme business. Et du coup, j'ai appris à faire des WordPress, parce que les sites internet à l'époque, notre génération, à 20 ans, c'était 15 000 euros minimum, 5 000 euros, 15 000 euros, je crois, c'est ça. Plus 15 000 d'ailleurs, un site vitrine, je voulais rien. Donc, je ne pouvais même pas faire une page de paiement, tu vois. C'est-à-dire que je ne pouvais rien faire à part contactez-moi, formulaire et tout. Bref, j'ai appris à faire un site internet en 2 semaines. Personne n'est venu sur mon site internet. Vraiment 2 semaines de taf pour rien, tu vois. Où je n'avais pas bossé en plus sur les clients, mais j'avais vachement aimé chercher les informations, apprendre en ligne et tout. Et donc, en fait, les potes ont vu mon site, en ont parlé à leurs parents. C'est ça, c'est marrant. Et du coup, leurs parents sont venus me voir pour faire leur site internet. Du coup, leurs parents ont parlé à leurs parents, leurs potes et tout. Et donc, du coup, j'ai fait le site de tous les potes, tu vois. Et en fait, à l'époque, vu que les sites internet coûtaient 15, 20, 30 000 euros, tu vois, moi, je leur prenais 3 000 euros, tu vois. Ça me paraissait énorme déjà à l'époque. Bah oui, mais ça me faisait 3 000 euros dans la poche, tu vois, pour faire un site internet. Et je bossais pendant mes cours. Donc, je copiais en plus, j'étais un petit filou parce que je n'avais pas d'argent à avancer. Ils ne me payaient pas en avance. Donc, je hackais des thèmes et du coup, je créais le site autour de ce thème-là. Et ensuite, j'avais juste à changer les images, changer un peu le texte sur les suivants. Donc, en fait, je réduisais le temps d'heures passées par site internet. Et ensuite, du coup, ça, je l'ai fait. Et en vrai, ça m'a saoulé de faire des sites internet à un moment. Et j'ai voyagé pendant 6 mois en Thaïlande avec des potes. En revenant, je me suis rendu compte que c'était trop compliqué d'organiser des voyages avec ses potes. Genre vraiment, c'est quoi les dates, on réserve quoi, qu'est-ce qu'on fait, machin, etc. Bref, un calvaire. Ouais, il y avait déjà Airbnb, c'était en vogue à l'époque. C'était le moment où Airbnb, tout le monde admirait la boîte, c'était une boîte de ouf et tout. Genre, au début, c'était révolutionnaire. Ouais, c'est ça. Moi, je kiffais ce genre de révolution, donc je voulais surfer un peu sur ma tendance de la révolution, tu vois. Et du coup, moi, je voulais faire inverser Airbnb. C'est-à-dire, je voulais faire appel d'offres. C'est-à-dire en mode, je veux partir là, ou alors pendant ces vacances-là. Et en fait, je voulais permettre à tous les mecs de l'immobilier viennent et en fait, tu dis, ah, moi j'ai ci, j'ai ça, je négocie, tiens, tu vois. Et en fait, du coup, redonner le pouvoir au consommateur plutôt que de le laisser au propriétaire qui aujourd'hui se fout grandement de notre gueule. Et du coup, j'avais peut-être raison, tu vois, au final. Je sais quand je vois des mecs qui font des 200 € la nuit sur des trucs. Bref, c'est des gros opportunistes. Chambre simple au fond d'une cour. Ouais, c'est ça. Et en fait, voilà, moi tu vois, si j'avais le pouvoir d'avoir fait ce projet-là et genre de dire, bah, je veux partir à Lisbonne, tu vois, de telle date à telle date, et que le mec il dit ça, je lui rionnais, je fais vas-y, casse-toi, tu vois, genre j'en ai trouvé un mieux et un hôtel en plus, parce que les hôtels ils ont beaucoup souffert, tu vois. Bref, je voulais surfer sur cette tendance-là. Comme je vous ai dit, j'ai plus regardé les vidéos d'Oussama que de focus sur mon projet. J'avais pas de dev, donc j'ai tout appris techniquement. J'ai appris les API, j'ai appris à faire des sites internet, j'ai appris le HTML, j'ai appris le CSS, j'ai appris le JavaScript, j'ai appris le Python. Tu t'es chauffé. La détermination, quoi. Je me rappelle, j'étais dans le métro en train d'apprendre à coder, ce que c'était des trucs. Bref, c'était un calvaire. Et bref, au bout d'un an, résilience absolue, je me suis dit, bon, en fait, j'arriverai jamais à y arriver. Donc, du coup, j'ai abandonné ce projet et ensuite, je suis rentré à The Family.
Et j'ai commencé à bosser avec eux pour aider les startups dans le gros hacking en tout cas. Parce que j'ai découvert que ce que je faisais, lier le marketing avec les techniques, la rapidité d'exécution. Et en fait, je me suis rendu compte qu'après, en bossant dans les boîtes dans lesquelles j'étais, j'allais beaucoup plus vite que tout le monde, tu vois. Et je savais faire globalement tout. Et puis du coup, tu as une capacité à apprendre, à te plonger dans les sujets quand tu as appris un peu tout ça, qui est aussi. Il y a un qui te fait peur, Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire du contenu il y a 2 ans et demi, je crois 3 ans sur LinkedIn. J'ai un peu du temps. Mais en fait, j'ai été inspiré par des entrepreneurs qui s'appellent BAMF Media. C'est vraiment pour les anciens, LinkedIn. Je regarderai. BAMF. Ils ont d'ailleurs toujours un template de leur technique LinkedIn qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Et dans lequel ils testaient plein de techniques. Donc, c'était des gros hackers sur LinkedIn. Ils ont envahi LinkedIn. Genre, le mec faisait plusieurs millions de vues par mois, enfin par jour. C'était lunaire leur technique. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais essayer, ça a l'air marrant. J'ai commencé à faire 1 post, 2 posts, 3 posts, 10 posts. J'étais à The Family. Et en fait, je me suis rendu compte que je devenais le principal canal d'acquisition de The Family à ce moment-là. Énorme. Et du coup, ils ont posé une question pour me faire partir, c'est pourquoi est-ce que tu poses pas sur la page entreprise de la boîte? Du coup, je suis parti à cause de ça, globalement. Ça m'a tellement saoulé, en fait, de leur dire, en fait, c'est vraiment la pire question. Je ramène du cash, en fait, genre juste laissez-moi bosser, quoi. Et surtout, en fait, ce qui m'a vraiment fait péter un câble, c'est le Covid. Moi, j'ai très mal vécu le Covid. Je sais pas si ça a été de votre cas aussi, mais en gros, je me suis pas, justement, moi, c'est le truc où, genre, où je me suis rendu compte que la souffrance est un chemin vers une évolution, tu vois, où, en fait, pour un peu généraliser ce qui s'est passé, c'est un peu comme quand tu viens de te séparer de ta meuf et qu'en fait, tu vas directement sur Tinder ou sur, tu vois, ce qui se passe globalement tout le temps à Paris. Je pense que c'est une très mauvaise chose parce que tu n'as pas le temps de t'approprier la souffrance que tu as eue de ce break-up, de faire un travail sur toi-même, tu vois. Tu cherches une distraction, quoi. C'est ça. Tu vas tout de suite, en fait, aller vers une autre meuf et en fait, tu vas revenir avec les mêmes problèmes que tu avais avec l'autre meuf, tu vois. Et finalement, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont célibataires, beaucoup de gens qui sont célibataires à Paris, c'est qu'ils ne prennent pas le temps de souffrir, tu vois, pas le temps de s'approprier la souffrance, de savoir pourquoi ils ont échoué, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont réussi, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont échoué, et du coup, de ne pas refaire la même chose la seconde fois, quoi. Et moi, pendant le Covid, c'est ce qui s'est passé, où j'étais en état de souffrance absolue. Je m'étais laissé pousser la barbe de ouf, j'avais perdu 15 kilos. 10 kilos, j'avais perdu. Ah, quand même. Ouais, j'étais un peu plus gros à l'époque. Je faisais pas sport. Mais du coup, j'avais perdu 10 kilos et en fait, j'avais juste totalement pété un câble. En fait, moi, à ce moment-là, quand j'avais quitté The Family, il n'y avait plus de plan B, C, D, Z. Il n'y avait plus du tout, tu vois. C'était un plan A, c'était celui-là. Il fallait que je voyage, il fallait que je kiffe, il fallait que je ne sois plus jamais enfermé de ma vie, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai juste fui, en fait. C'est ce que je disais, c'est que moi, j'ai entrepris pour moi à la base, tu vois. J'ai commencé à entreprendre parce que j'en pouvais plus, en fait, de faire de terminer à 22h, de ne pas être très bien payé, j'en pouvais plus de le métro le matin, tu vois, de pas être... c'est beaucoup de sacrifices pour... de mal être vu quand tu pars à 18h, quand tous les autres sont encore là autour de toi, tu vois. Ouais. Ça m'angoissait de ouf, même d'arriver à 10h, alors qu'en fait, tu commences à 9h30. Tu as toujours une boule au ventre, en fait, du jugement des autres, tu vois. Et en fait, il faut bien faire, il faut être à fond. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, vraiment, le salariat, moi, je l'ai vécu comme ça. Je ne sais pas si ça a été pareil pour vous, mais j'ai vraiment vécu comme une sorte d'esclavage dans lequel tu es soumis, en fait, à quelque chose de super. En fait, tu essaies de bien te faire voir, tu vois, de ton bourreau, en fait, tu vois, un petit peu. C'est horrible ce que je dis, c'est pour ça que c'est ma bataille, en fait, aujourd'hui, c'est de montrer aux gens que c'est possible, qu'il y a d'autres voies. Et d'ailleurs, avec Chris Joly, on rigole beaucoup sur ça sur LinkedIn, c'est une bonne raison de quitter son CV, etc. Parce qu'en fait, je trouve qu'en fait, il y a beaucoup d'abus dans le salariat qui, par exemple, où les mecs te disent tu sais, on est une famille, donc en fait, tu es payé 2500 € et tu sais, pas beaucoup d'argent, c'est chaud et tout. Voilà, t'inquiète. Ouais, c'est un peu border, quoi. Non, mais en fait, moi, j'en bats les couilles, j'ai déjà une famille, tu vois. Genre, c'est vous êtes là pour me nourrir. Des aussi, tu vois. Ouais, et non, mais en fait, c'est terrible. Moi, j'ai vu des gens vraiment partir en burn-out, en névrose, parce que, en fait, il y a une bonne ambiance, tu vois. Ou parce que j'ai rencontré un collègue de travail avec qui je m'entends super bien et j'ai pas envie de partir. Donc, il y a plein de choses qui te retiennent dans ce cocon de trucs. Et alors moi, j'ai eu cette expérience-là dans le salariat, tu vois.
mais peut-être que d'autres personnes sont très heureux et j'ai rien du tout contre le salariat. Mais en tout cas, moi, c'est ça que j'essaye de faire comprendre aux gens, en fait, que c'est pas obligatoire de rester dans cet environnement. Et si vous n'êtes pas heureux, oui, c'est ça. C'est ça. Si vous êtes heureux, franchement, fine. Moi-même, je vois des gens qui sont là, qui sont très mal payés et qui me disent ouais, mais j'adore l'ambiance, machin. En fait, si c'est plus important pour vous, go, tu vois. En revanche, franchement, depuis mes 16 ans, toi, je disais à ma mère que je voulais voyager, quoi. Tu vois. Donc, quand je suis arrivé à 25 ans en disant, en fait, j'ai jamais vraiment voyagé de ma vie, fais chier, tu vois. Faut que je bouge. Faut que je bouge, quoi. T'as bougé combien de temps, au final? J'ai bougé 3 ans. C'est pas mal. Ah, c'est cool. En faisant maximum de temps, t'es resté combien de temps au maximum dans un pays? Je crois que je suis resté le plus de temps, c'était 2 mois et demi, 3 mois. Alors, c'est surtout parce qu'ils avaient fermé les barrières, enfin les frontières, borders, ouais. Mais ouais, mais ça, c'est pareil, tu vois. Moi, quand il y avait le deuxième confinement, où j'étais à Paris à ce moment-là, j'étais juste de passage, tu vois, je savais que j'allais repartir. J'ai fait pareil. Mais Je suis partie direct au Maroc, j'ai fait, je peux pas rester là. En fait, tu vois, moi, c'est une phrase qui m'a marqué, c'est en mode, la première fois, tu savais pas. Ouais, exactement. Et la deuxième fois, c'est de ta faute, tu vois. Et genre, je m'en serais grave voulu de resubir un confinement à ce moment-là. Ah non. Et vraiment, ça aurait été de ma faute, tu vois. La première fois, je me rappelle, je tournais en rond dans la maison, genre, tu vois, genre, je tournais comme ça, je faisais mes petits kilomètres, parce que t'avais pas le droit de sortir à l'époque, il fallait tout le putain de papier, là. Je faisais mes petits 10 pas dans la maison en train de réfléchir, tu vois. Oui, le chien, la bonne excuse. Si j'avais su. Ah ouais, putain, à quel autre truc? T'as pris un chien exprès? Bah, Rumba, je connais oui, très bien. Je l'ai pris à ce moment-là, à 3 ans pile. Ouais, mais en fait, je suis hyper d'accord avec toi. Moi, pour le coup, je l'ai bien vécu, le Covid. Mais c'est marrant parce qu'il y a plein de gens, et même Thibaut, je crois, quand on en discutait avec Thibaut dans le live de la semaine dernière, je crois qu'il l'a dit en live, mais il a dit la même chose, tu vois, genre le Covid a fait, je sais pas je me rappelle plus qu'il avait bien vécu ou pas, mais ça a fait déclic, tu vois, dans sa tête. Ouais, en fait, maintenant, tu vois, let's go. Tu vois, genre, il est temps que je pense différemment, que je réalise en gros ce que j'ai vraiment envie de réaliser. Puis on pense que c'est les choses qui nous arrivent qu'on n'est pas responsable, parce que c'est l'État qui a décidé qu'on devait être confiné. En fait, non, tu as toujours le choix de partir. C'est hyper libérateur en fait de dire quoi qu'on t'impose, tu peux toujours changer. Carrément. Et ça a été très parlant sur les mentalités de Covid, dans tous les pays. Hein. Ouais. Mais en France, moi j'étais en France au début, donc je l'ai plutôt plus suivi en France. Mais ça a été très parlant sur la mentalité des gens. Tu vois, la façon de. Moi, tout le monde me disait non, on peut pas. Attention, on peut pas. En fait, ça dépend de. Tu vois, je vais donner un exemple très simple. Moi, mes parents vivent au Maroc, donc pas du tout en France, mais ils sont français et tout. Donc ils sont, même au Maroc, ils regardent la télé française, enfin, tu vois, beaucoup plus influencés par la France, au final. Et ma petite sœur elle vivait à ce moment-là chez mes parents. J'en parle parce qu'elle faisait le tour du monde. Enfin, vraiment, elle a beaucoup voyagé à ce moment-là. Elle faisait pas le tour du monde, mais elle voyageait beaucoup. Et en fait, elle est tombée dans ce truc et elle me disait, je peux plus bouger. Je me disais, mais pourquoi? Alors que moi, je faisais que sortir et rentrer. Non, en fait, je ne peux pas parce que, imagine, ils nous bloquent là-bas et qu'est-ce qui va arriver? Tu vois, genre, ah bon? Ouais. Evan, elle a bloqué, ma petite sœur, elle a vachement bloqué sur ça. Et c'est assez drôle parce que ça a été très révélateur sur plein de choses. Hein. Là, moi, je parle de ça, d'ailleurs, c'est une histoire un peu personnelle. Mais ça a été très révélateur sur plein de gens. T'as des gens qui se sont révélés à ce moment-là. Et il y a des situations qui ont été très révélatrices sur la façon dont les gens se sont embourbés eux-mêmes dans leur propre quotidien. Moi, ça m'a dépassé. Je dis pas que c'est. Genre, peut-être, je peux être jugé, c'est peut-être un jugement de l'honneur, mais pas tant. Tu vois. C'est plus que moi. Mais ça révèle le caractère. Ouais, mais ça a été très révélateur. Je pense que tout ce qui est. Les gens sous-estiment la puissance de la souffrance, en tout cas de la compréhension de la souffrance, tu vois, de la guérison. Tu vois. C'est pour ça que la méditation, ce qu'on disait au début, c'est important. Ouais. C'est qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, tu vas vivre plein de merde. Moi, je ne sais pas si tu connais mon histoire, mais j'ai perdu 150 000 balles l'année dernière, du coup. Ouais, donc voilà. En gros, j'étais censé vivre à Lisbonne, en gros, donc tous mes projets étaient annulés. Donc, tous mes projets de l'année, j'ai tout annulé. Genre, quand même, quand tu dis que tu as sacrifié genre, des heures et des heures, tu vois, tu as bossé comme un chien pour avoir cet argent, et qu'en fait, au final, tu te rends compte qu'on te l'a volé, qu'on l'a dépensé. Ah ouais, c'est dur. Là, tu vrilles, en fait. Et genre, moi, c'est la deuxième souffrance qui m'a poussé à, tu vois, tout défoncer et à faire le CA que je fais aujourd'hui. Et peut-être que je vais en avoir une troisième là qui va arriver dans pas trop longtemps, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est vraiment le côté de...
genre de très rapidement prendre une décision radicale, tu vois. Genre, en gros, il y a un truc qui se passe et à comprendre la souffrance que tu as. En fait, la souffrance, c'est souvent vers quelque chose, un nouvel apprentissage, et c'est très bullshit ce que je dis, ça fait très inspiration. Non, mais les émotions, c'est un indicateur en vrai. Mais ouais, exactement. On les discard. Et je pense que, tu vois, pour reprendre à ta première question de Paris, je pense que les gens à Paris n'ont pas le temps de penser à qu'est-ce qui les fait réellement souffrir, en fait. Ils sont dans une espèce de boucle, tu vois, ils sont dans un système. Et c'est grave. Moi, je pense que tu as 3 manières d'apprendre qui m'ont beaucoup aidé. C'est les 3 manières avec lesquelles j'essaie de jouer pour inspirer les gens. La première, c'est ce que je vous ai dit, c'est la souffrance, sauf que je ne vais pas te faire souffrir les gens. Tu vois, genre. Mais j'essaie en tout cas et c'est ma façon de communiquer. Et j'ai eu un feedback d'un mec hier qui m'a dit j'aime bien ta façon de pousser les gens à réfléchir, tu vois. C'est juste, en fait, j'ai envie juste de te faire comprendre, en fait, que tu n'es pas heureux, quoi. Parce que parfois, tu es dans ta boucle et que tu ne t'en rends pas forcément compte. Donc, il suffit juste d'une petite phrase, parfois, pour que ça te révèle et que ça te fasse souffrir, mais dans une quête de quelque chose de positif. Oula, désolé. Carrément. Pourtant, je dois avoir tout. C'est bizarre. Désolé. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui ne s'en rendent pas compte et qui évitent de se poser les questions, les vraies questions, en fait. Ouais, totalement. Ouais. Carrément. Et quand quelqu'un te confronte, c'est difficile au début, effectivement. Il y a plein de gens qui, déjà, le coaching ou la psychologie, je trouve qu'il y a un marché gigantesque. Plus personne va voir les psys, quoi. Enfin, moi, je trouve tout le monde devrait en avoir. Moi, j'ai commencé cette année et je suis 100% d'accord avec ça. Ouais. Tu demandes comment tu faisais avant, sans. C'est marrant parce que tu as cité 3 trucs qui ont littéralement, moi, changé ma vie et ma perception de moi-même avant que ce soit de mon business. C'est le coaching, la méditation. Et un jour, on pourra revenir dessus, mais juste puisque je vais oublier, récemment, il y a 2-3 mois, moi j'ai relancé une boîte là récemment. J'ai lancé l'évolution parfaite de ce que je fais, de ce que je monte depuis 6 ans. En tout cas, moi je le vois comme ça. Et j'avais oublié les désillusions, tu vois, de quelques trucs, en gros, pour faire court. Non, mais concrètement, mais en fait, c'est comme tout, tu vois, genre, il y a des trucs trop cool qui se sont passés, il y a des trucs beaucoup plus chiants, et j'ai repris des grosses claques que j'avais un peu mis de côté, j'avais un peu mis ça de côté ces dernières années. Et j'ai discuté avec un gars qui est un gros CEO français, et qui lui, qui a une cinquantaine d'années, quoi, et qui a eu une transformation dans sa façon de percevoir son business, un peu tout, sa vie, etc. Et qui m'a dit, chéris ces moments où tu souffres, parce que c'est ceux qui feront ton succès demain. Tu vois. Ouais. Et ça m'a grave fait penser à ce que tu disais, parce que en fait, le message derrière, c'est en fait, arrête de te plaindre de souffrir et sois content, parce que c'est la raison pour laquelle demain tu vas exploser. Et c'est un peu ce que tu disais, tu vois. Ouais. Qu'en fait, quand tu souffres, bien sûr que tu es dans un système, mais tu as cette notion de... Ça te crée. En tout cas, ça crée chez les gens qui le souhaitent. Et pour moi, c'est les gens qui vraiment font preuve d'une grosse performance. C'est ce déclic, et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ça te crée en fait le déclic de non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Je dois performer parce que je sais de quoi je suis capable. Et go. C'est marrant ce que tu dis, c'est un peu la phrase que je dis très souvent dans mes posts, c'est quelqu'un qui arrive mieux que toi, c'est quelqu'un qui a juste un tout petit peu plus envie que toi d'y arriver. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, tu as une foule devant, tu veux aller parler à la personne. Derrière cette foule, c'est la personne qui va pousser le plus fort pour y aller, tu vois, qui va y arriver. C'est-à-dire, tu veux devenir le président, tu veux la place du président, pousse plus fort. Tu vois. Et ça, c'est un truc, tu vois, que j'ai compris tard aussi, mais je l'ai compris en repensant à ce qu'avait dit un mec que j'avais rencontré qui me disait mais tu sais, tu m'apprends plein de trucs, mais en fait, je suis pas sûr d'aimer ce que tu m'apprends, quoi. Franchement, écrire sur LinkedIn. C'est ouf de dire ça. Non, mais tu vois, écrire sur LinkedIn, je sais pas si c'est fait pour moi, quoi. Okay. Moi, en fait, j'ai repensé à ça parce que je me suis dit, moi, c'est pas mon kiff d'écrire tous les jours. Enfin, j'aime bien écrire maintenant, tu vois, mais au début, ça me faisait chier. J'étais avec mes potes, j'étais en train d'écrire sur LinkedIn, les gens se foutaient de ma gueule, les machins, trouvaient des idées. Voilà. Et t'as dit le mot, et je lui ai dit, en fait, ça n'a rien à voir avec la motivation, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est de la discipline. C'est-à-dire faire des choses que 0,1% des gens sont capables de faire et ne jamais s'arrêter. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu crois que Mbappé, il est devenu Mbappé et que quand il était malade,
C'est ça la difficulté, c'est que quand il était malade, quand il pleuvait, quand il neigeait, il est quand même allé, tu vois. C'est ça, et qu'il adorait dans ces moments-là. Bah non, il n'a pas dû adorer. Il n'a pas du tout adoré. Il y a des moments où son père, il a dû lui mettre des roustes pour dire frérot, t'y vas. Tu vois et je pense que les gens sous-estiment énormément cette discipline. C'est pour ça que moi je suis venu à Lisbonne aussi, c'est pour être plus discipliné dans ma vie, parce que moi c'était chaotique vraiment. Je gérais mon business n'importe comment. Enfin, je pense qu'on est tous passés par là, tu vois. Genre des bugs sur la plateforme, des trucs, des machins, bref, n'importe quoi. Bon, tout le monde est passé. Il y en a toujours. Il y en a toujours. C'était le chaos jusqu'à la structure, tu vois, genre aujourd'hui. Et je vis beaucoup mieux structuré, mais ce qui a fait la différence, et je m'en suis rendu compte après coup, sans savoir que j'étais forcément quelqu'un de discipliné, parce que genre, j'ai jamais vraiment été, tu vois, j'ai jamais vraiment fait mes devoirs à l'école ou quoi, tu vois. Mais quand je me suis rendu compte qu'en fait, depuis 2 ans et demi, et c'est ce qu'a dit Thibaut aussi, c'est ce qu'il fait, tous les jours j'ai posté, tu vois. Mais c'est ça c'est tous impressionnant, là, tous les jours. Ouais, il n'y a pas un jour, 2 fois, 3 fois, même parfois par jour. Il y a très peu de gens qui en sont capables. Ouais, et c'est ça en fait, quand tu arrives à faire quelque chose que d'autres n'arrivent pas à faire, c'est là que tu fais la différence. Alors, il y a un truc à avoir en tête quand même, parce que si tu vas à la salle de sport, par exemple, c'est typiquement le truc de la salle de sport, tu vois. C'est la discipline. C'est-à-dire, est-ce que tu es capable d'y aller, même si ça te fait chier, même si tu as la flemme, même s'il neige, même si tu es fatigué, même si tu es en gueule de bois, t'y vas. Moi, tous mes potes qui sont musclés, moi, le lendemain, je dis, frérot, j'ai mal à la tête, je peux pas y aller. Moi, je dis, ouais, je m'en fous, c'est bon, tu sais, tu vas mieux après. Et tout. Bref, si tu me le dis, tant mieux. Bonne chance. Et bref, j'y vais à la salle de sport et moi, du coup, j'y vais pas. En tout cas, même si j'y vais 2-3 fois par semaine, tu vois, mais je sais que j'ai pas de résultats parce que je mets pas l'intensité nécessaire. Donc, je pense que c'est la discipline, mais aussi l'intensité nécessaire pour apprendre ce qui marche et ce qui marche pas. Tu vois. Dans un business, c'est la différence entre l'obstination et la détermination, quoi. Tu vois, genre, en gros, est-ce que tu fais toujours la même chose? Moi, par exemple, c'est ce que je fais toujours la même chose. Ou est-ce que tu es vraiment déterminé et tu vas changer les choses qui ne fonctionnent pas et améliorer les choses qui fonctionnent? Et je pense que dans le business, il y a beaucoup de gens qui tournent en boucle comme ça, tu vois, en mode, il y a beaucoup de problèmes psychiatriques dans l'entrepreneuriat. Je trouve vraiment, genre, il y a des mecs c'est lié à l'humain, c'est en mode, les mecs, genre, tu vois bien que ça marche pas. Genre, tu vois, il y a un mec qui a commenté mon post aujourd'hui sur LinkedIn en mode, je comprends pas, depuis 1 semaine, j'ai pas de résultats sur LinkedIn, etc. Machin. Je vais voir ses posts et tout. Je dis, ok, rien de folichon, etc. Et il dit, ouais, c'est peut-être à cause des algorithmes, c'est peut-être à cause de ci, c'est peut-être à cause de ça. Et en fait, genre, moi, je ne trouve plus d'excuses au mauvais résultat que j'ai. Ça vient toujours de moi, ou de la mauvaise idée que j'ai eue, tu vois. Et même s'il y a un problème d'algorithme, tu peux toujours t'améliorer, tu peux toujours faire mieux. Exactement. Alors, du coup, essaye de comprendre comment l'algorithme fonctionne maintenant, tu vois. Essaye de faire quelque chose qui fonctionne maintenant. Et en fait, les gens répètent systématiquement comme des perroquets sans jamais améliorer les choses, tu vois. Et est-ce que tu ne penses pas que c'est une peur de l'échec au final, de se confronter à un sentiment d'échec? Je pense que tes choses, si tu n'améliores pas, tu vois. En fait, c'est fail fast, tu vois, c'est ce que je dis. Et d'ailleurs, ça a été répété beaucoup de fois. Je ne sais pas d'où ça vient ce truc-là, mais en gros, pour moi, ce que je fais tout le temps, c'est test fast, fail fast, learn fast, adapt fast. En gros, c'est la base. Exactement. C'est le mantra de Laurent. mais ouais, non, mais moi, je suis clairement hyper d'accord avec ça. Mais en fait, tu as un truc aussi où tout le monde ne réagit pas de la même manière aux petits échecs, j'ai envie de dire, tu vois. Genre, par exemple, il y a des gens qui postent sur LinkedIn. Moi, en vrai, j'ai eu une période au début où je postais, ça marchait pas, et je me disais, putain, mais non, c'est pas possible, c'est LinkedIn, tu vois, genre, j'ai eu cette période. Et puis, c'est pas fait pour moi. Ouais, et puis après, je passais par la phase, je m'en fous. Tu vois, genre, de toute façon, je le fais pour poster, etc., je m'en fous. Puis après, j'ai commencé à me dire, en fait, peut-être qu'il faudrait comprendre, tu vois, où est-ce qu'est ta structure. Mais en fait, le fait d'être passé par le je m'en fous fait que du coup, j'ai dédramatisé, tu vois, genre l'échec, entre parenthèses, que ça marche pas. Et donc là, tu construis. Et je pense que quand tu es un entrepreneur un peu comme toi, un peu comme Laura, un peu comme moi, où en fait, on est confronté à plein de... Enfin, moi, tous les jours, j'ai des trucs qui faillent. Toi aussi, je pense. Tu vois, il y a tous les jours... Là, sur Instagram, par exemple, je fais du 500 vues par vidéo, quoi. Ouais. C'est horrible. T'imagines la résilience qu'il faut, quoi. Genre, voilà. Donc, c'est résilience. C'est horrible. C'est horrible. Et d'ailleurs, même en termes d'image, c'est pas top, tu vois, parce que je suis quand même censé réussir sur les réseaux. Mais quand tu regardes, en vrai, il y en a plein. Hein, même si tu regardes d'autres contenus, moi, je suis quelques comptes. Tu vois, je pense à par exemple Guillaume Bouvet, je fais une résilience d'eau qui s'en bat les couilles, quoi. Il y a des vidéos où il fait
vidéo, il fait 800 vues, genre, alors qu'il a 10 000 abonnés ou 150 000 abonnés, mais il continue, il lâche rien. Ah, mais c'est ça le truc, c'est que tu C'est sais pas une ce qui va question de partir note et aussi. tu étends Plus tu fais, ta plus tu as zone de of chances de bloc, quoi. réussir. Donc en fait, c'est ça. Ouais. Tu dépends d'un algo aussi, qui te pousse à un moment T. Mais je ne cache pas que c'est très frustrant. Je ne cache pas que c'est très frustrant parce que vraiment, moi, quand j'arrive pas à décoller sur Insta, ça me saule. En plus, tu fais des vidéos, tu te donnes, quoi. C'est pas, c'est beaucoup plus long qu'un post Ouais, à après, écrire, tu vois. Ouais, j'essaie de scaler le truc en m'enregistrant tout seul. Parce que tu vois, je suis bon dans le truc podcasting en mode je parle tout seul. Mais Bah, ouais, c'est ça pas marche bien, ça. non, ça marche pas. C'est pas le format qui fonctionne. En tout cas, c'est pas le format qui a fonctionné dernièrement. T'as essayé de poster une photo tous les jours? Ouais, pendant j'ai 2 tous les ans. jours. Ouais, c'est tous les jours. Bah, pendant 30 jours, déjà, j'aurais dû voir des résultats. 30 jours, hein. Ah ouais. Ça n'a pas d'école? Pas particulièrement? Non. Et ouais. C'est fou. Non, peut-être. Pourtant, j'ai été tagué, j'ai été partagé, j'ai été truc, j'ai été machin. C'est marrant. Instagram, c'est des chiens. Non, il y a des trucs. De toute façon, Instagram, en ce moment, c'est. Enfin, en tout cas, d'expérience perso ou des gens avec qui on a pu bosser, c'est pas forcément les trucs qui décollent le plus. TikTok a eu sa période, mais même TikTok, ça a grave ralenti. TikTok, ça a grave. Ça a grave ralenti. Ouais. Mais en vrai, tes réels, je sais pas si tu le fais, mais moi, je verrais bien tes réels d'Insta sur LinkedIn. Ce que je fais, c'était ça. Tu le fais, j'ai pas vu. Ouais. Ah, ok, donc en fait, tu crées une Tout fois. automatisé. Ouais, en même temps, à qui se pose la question. Exactement. Okay. Ouais, très logique. Mais je pense, si je peux donner les feedbacks que j'ai eu sur ça, ça peut peut-être aider des gens à se lancer, en tout cas moi sur le dernier contenu. Ouais, ça peut être intéressant, clairement. Alors je pense que clairement, là, à l'heure où on se parle aujourd'hui, je ne sais pas combien on est en octobre. Le 6 octobre. Le 6 octobre. Je pense que l'attention des gens est devenue genre, le truc le plus difficile à capter. Ouais. Vraiment, c'est un délire. Pour moi, en fait, tu as un pattern qui est connu de tout le monde depuis des années. Comment fonctionnent les algos. Tu as hook, ensuite tu as maintain, pour contenir la personne sur la vidéo, et ensuite tu as reward, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as envie de liker parce que tu as appris quelque chose. Tu vois. C'est humain, en fait. Tu vois. C'est genre, tu regardes une vidéo, c'est intéressant, bon, j'ai envie de rester jusqu'à la fin parce que j'ai envie de voir. Reward, ok, j'ai kiffé, je like. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est le pattern classique d'un algo, quoi. Genre, comment est-ce que tu vas faire en sorte d'engager la personne. Donc, tu dois améliorer ta rétention. Et en gros, c'est un truc qui s'appelle le psy-level. Donc, le psy-level, c'est que tu arrives, par exemple, sur un site internet, tu vois, gagner 10 000 euros par mois en 10 jours. Ton psy-level, il arrive tout en haut, tu vois. Ensuite, tu as un truc en dessous qui dit, tu as un témoignage négatif en dessous. Donc, du coup, ton psy-level, il redescend. Et bref, en fait, toutes les actions, toutes les informations que tu prends, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, du coup, en fait, pour moi, dans une vidéo, il faut que ça monte très haut, que ça descende un tout petit peu, que ça remonte et ça se stabilise comme ça doucement jusqu'au rewarding à la fin pour que la personne soit hyper contente, pour ensuite le faire engager. Du coup, ça, c'est ce qu'on a testé. On a testé plusieurs choses. La première chose, on est allé voir des gens, des contenus qui cartonnent en ce moment, qui est le contenu des mentalistes. Les mentalistes sur les réseaux sociaux, vous allez voir, c'est un délire. J'ai pas vu Les passer. vues qu'ils font. Le mec qui dit je devine ton prénom, c'est ça? Ouais. C'est hallucinant. Ça cartonne en ce moment. J'ai vu en vrai, mais en fait, okay, t'as un côté UGC un peu, tu vois. T'as un côté magicien, d'un côté genre impressionnant, ou genre il y a beaucoup, en fait, je pense que ça fait beaucoup réagir les haters en mode c'est un gros mytho, ça découvre à la honte, c'est trop con, bref. En fait, je pense que c'est le truc aussi, le hack. Moi, c'est la première chose que j'ai fait, c'est pour ça que je porte mes lunettes dans mes trucs, j'essaie de faire des trucs un peu, de poser pour ça que parfois je suis un peu vulgaire, parce que j'ai envie de faire réagir les gens en commentaire, ouais, t'es vulgaire, pourquoi tu dis des gros mots? Sortir de bref, le premier hack, c'est d'essayer d'introduire des frustrations quand tu regardes, ou du moins de faire réagir les haters pour que dire en fait tu parles à ton mur, tu te prends pour Tony Stark, non mais tu racontes n'importe quoi, bref, pour les faire réagir. Parce que les haters en fait sont, je pense, 20% responsables de la portée d'un post. Tu vois. La deuxième, ce qu'on a essayé de faire. Il est bon d'avoir des haters finalement. Ouais, très bon d'avoir des haters. La deuxième chose que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de m'inspirer en fait des psy-levels qu'utilisent les personnes, les mentalistes. Ouais. Eux, ils utilisent des phrases, par exemple, et attendez bien la fin parce que vous allez être très surpris. Et je ne vous donne pas la réponse maintenant parce que. C'est cliché, mais ça marche. Voilà. Ouais. Et genre, ou alors, cette technique a été utilisée par le plus grand entrepreneur de France. Et tu vois, j'ai enregistré des mini-capsules comme ça que tu peux rajouter dans mes vidéos en mode comme un puzzle. Tu vois. Donc, en fait, je parle et la personne, mon monteur, est censé ajouter des briques comme ça. Les résultats ont été un petit peu meilleurs déjà, mais tu vois, ça, c'est un deuxième hack qu'on a testé. Comment tu structures tes vidéos en fait.
Ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu fais en sorte, en comprenant le pattern, en fait, après, comment est-ce que tu arrives à structurer pour faire un truc qui fonctionne plutôt bien. Et du coup, là, ce dont je me rends compte, et c'est triste, mais le truc qui fonctionne le mieux sur les réseaux sociaux, parce que je suis quand même sur un contenu très bas de funnel, quoi, très business, malheureusement, ce qui marche le mieux, c'est les trucs très top funnel. Donc, je pense qu'il faut avoir une stratégie top funnel où tu attires le plus de monde. Tu pars un peu viral, quoi. Qui part viral. Ouais, la viralité, je faire pense que du contenu viral de ouf et de faire parler de toi. Bottom, en mode tu vas essayer quand même de les instruire, tu vois. Donc c'est non, middle, c'est ce que je fais en ce moment. Ouais. Tu vois. Et ensuite tu fais une espèce de rouleau compresseur avec toute cette stratégie-là, où tu fais par exemple un webinar, où tu fais des offres promo, et du coup tu essaies de les actionner en vente. Tu vois. En fait, c'est rouleau compresseur. En fait, quand j'y ai repensé à ça, je me suis dit, putain, en fait, c'est la stratégie du Denzel, tu vois. Top funnel, où en fait, ils parlent de tout et de rien. Les mecs donnent leur avis, etc. Bottom funnel, bon, parfois, il a des vidéos longues qui sont quand même pas connes, tu vois, comment faire 10 000 € par mois, comment lancer Shopify. On roule au compresseur avec ses webinars et c'est là qu'il fait beaucoup de cash, tu vois. Ça, c'est une stratégie qui est simple, mais ultra efficace dans l'infoprenariat, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, quand on parlait, je pensais à Thibaut. Thibaut, il a un truc sur Insta. Il a pris, je crois qu'il est passé de pas beaucoup à avoir 10K, il doit être à peu près 10K. Mais il a des vidéos qui percent parce qu'il part sur du top funnel. Tu vois, genre une vidéo, c'était avec Maud, par exemple, je crois, où, où elle dit qu'elle vend des trucs qu'elle achète depuis à 600 balles. En vrai, franchement, moi, personnellement, tu vois, genre, mais ça cartonne. Et après, du coup, il passe des trucs, tu vois, qui passent beaucoup plus bottom au final. Et je pense que c'est ce qui marche bien, et c'est un peu ce que tu dis, c'est un peu cette stratégie. C'est vrai qu'Yomi est très chaud sur ça. Après, le problème de ça, de ce que j'ai comme intuition par rapport à ça, c'est que l'idée, elle fonctionne bien. En revanche, il y a un aspect qu'il faut bien avoir en tête, c'est que des gens vont te suivre, mais pas forcément pour la valeur que tu vas leur apporter. C'est pour ça que pour moi, dans la création de contenu, tu as la valeur, aussi l'incarnation. Qui est-ce que tu es? Et c'est ça qu'en fait, les gens s'attachent avec Yomi. C'est pour ça que c'est le dernier hack que je donnerais. C'est qu'en fait, c'est d'étudiant fauché et millionnaire. Ok, c'est ça Yomi, tu vois. Et en fait, je vais m'attacher à ce mec-là parce qu'il est parti de rien pour réussir. Et du coup, inconsciemment, ça me fait du bien de le voir tous les jours, ça me fait du bien de le liker, parce que je me dis, putain, ce mec a réussi, et peut-être qu'un jour dans ma vie, je vais réussir comme lui, en fait. Ouais. Et je pense que, et c'est ce qu'a très bien fait Thibault Louis, pour revenir à lui, par exemple, Thibault Louis incarne les punks du web, tu vois. Thibault Louis, c'est le bourrin, il est un peu comme moi d'ailleurs, mais un peu moins bourrin que moi, même parfois, moi je trouve que je suis un peu plus bourrin, enfin, c'est à vous de me dire, mais il est quand même assez bourrin dans ses propos, tu vois, il parle de thunes, il crache un peu sur le CDI, il fait un peu, il est assez clivant dans ce qu'il dit, tu vois, il se fout de la gueule un peu des haters, etc., tu vois. Et en fait, les gens suivent Thibaut, je pense, parce qu'il incarne un personnage, tu vois. Ah, carrément, carrément. C'est ce truc d'incarnation, moi, c'est un truc que j'ai pas trop... Ah bah, il y a Thibaut qui parle dedans. Ah ouais, je fais le même chapeau. C'est celui de Kevin pour le coup. Le mec, il arrive au moment où on parle de lui, quoi. Ouais, il est toujours partout. Carrément. Et c'est ce qu'on disait, ce qu'on disait la semaine dernière sur le fait que c'est ça qui a fait que les pommes du web, ça marche vraiment. C'est que les gens qui lancent des communautés sans vraiment l'incarner, ça ne peut pas fonctionner en fait. Et c'est une vraie puissance, mais d'ailleurs c'est une vraie question, comment tu arrives à vraiment incarner je pense qu'il y a un truc qui a pas mal aidé, d'ailleurs c'est Maud Alavès qui m'avait donné ce truc-là, et je l'ai redécouvert un peu en ligne. Bon, moi c'est très théorique, donc ça sert un peu à rien, mais enfin ça sert à rien, ça peut aider quelques-uns, mais c'est les 14 archétypes. Tu connais de personnalité? Tu as des études qui ont été faites qui ont défini 14 personnalités en fait que tu es. Moi je pense par exemple que je suis magicien, héros, et qu'est-ce qu'il y a vraiment? J'ai dit je débarque, ça parle de moi, il y a zéro coïncidence. Vraiment, tu vas avoir les oreilles qui on l'attend, frérot. Il l'avait exprès. C'est possible. Moi, je pense que tu vois, en fait, tu as magicien, tu as héros, tu as genre la personne qui s'occupe des autres, tu vas attentionner, tu as le sage aussi. Ok, c'est quoi? Moi, je pense que je suis magicien, sage et héros. Okay. Dans le sens où, tu vois, parfois, j'arrive à, tu vois, genre sur les trucs qu'on a dit, par exemple, sur l'état d'esprit, le mindset et tout. Donc, en fait, il faut que tu sois carré, concentré sur ton business et tout. Donc, j'essaie de prêcher la bonne parole. Tu vois. Héros, dans le sens où, comme je t'ai dit, j'essaie de sauver les gens de la ratrace, en fait. En gros. Et magicien, je fais un peu des trucs, tu vois, sur Internet, quoi. Genre, plus vite que les autres. Double lunettes. Double lunettes. Gars, tu enlèves ça.
Qu'est-ce qu'il raconte? D'ailleurs, même pas que Thibaut, il s'est va clôturé. payer son restaurant. Il faut tout lui payer à Thibaut. Je vais t'aller dans des beaux endroits, t'inquiète. Ah, il faut, Thibaut kiffe les bons endroits. Il y a un truc que tu disais tout à l'heure, j'y reviens parce que j'y pense. Moi, c'est un truc dont je parle souvent et je me demande ce que tu en penses en vrai. Moi, je dis souvent en ce moment, je suis très dans l'écosystème de croissance. Je sais pas si tu vois. J'ai pensé tout à l'heure. Parce qu'en fait, tu m'as fait grave penser tout à l'heure. Moi, j'arrête pas de dire ça, mais du coup, je vais te définir ce que c'est pour moi. C'est un peu, comment dire, c'est un mix d'énergie, de bonnes énergies pour toi que tu choisis, tu vois, d'avoir et de mettre en place. C'est en fait un certain nombre d'actions qui te génèrent de bonnes énergies, un certain nombre de gens qui vont générer de bonnes énergies et te pousser. Moi, je parle beaucoup d'écosystème de croissance avec les gens. Et typiquement, en plus, il y a Thibaut, ça tombe très bien, je vais le dire. Mais tu vois, on en parlait vite fait tout à l'heure, mais j'ai rencontré. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Pour dire que ça fait 70K par mois, il y a du monde pour payer son resto si t'as payé un chèque. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. C'est vrai. Je vais t'inviter, Thibaut, t'inquiète pas. Faut aller dans l'époque du web, les gars, parce que vous voyez, ils commencent à gratter les infopreneurs. Là. Et Nicolas a dit, j'ai fait le début. Ouais. Je sais même plus ce que c'est. Ouais, si, les gens. Parce que, les énergies. Tu nous déconcentres, là. Ouais, il est en train de tuer le live, là. Il a envie d'aller au resto. Il est là en mode, allez, les gars, bougez. Qu'est-ce que je disais? Ouais, sur l'écosystème de croissance. Mais typiquement, Thibaut, on a fait tous les deux son bootcamp, on s'est rencontrés à son bootcamp. Et en fait, j'ai réalisé un truc récemment, qui est que finalement, moi, cette année, il y a plein de choses qui ont changé. Il y a plein d'énergie que j'ai choisi de connecter, consciemment, inconsciemment, enfin bref. Beaucoup de trucs autour du bootcamp, justement, Thibaut. Et c'est assez marrant parce que je me suis créé un écosystème de gens, d'énergie, tu vois, et tout s'est connecté un peu tout seul. Et ça te met dans un espèce de mood où, tu vois, tout à l'heure, tu disais, il faut aussi avoir la détermination, que tu fréquentais quelqu'un. Je crois que ça, tu nous l'as dit en off, mais que je ne me rappelle plus, mais que tu avais un pote ici qui t'avait appris plein de trucs, tu vois. C'est tellement important d'être entouré de gens. Oui, il y a un côté, tu choisis aussi à un moment ta croissance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que sur le réseau, ça, je suis convaincu. Il y a une phrase que j'aimais bien, c'est quel arbre tu penses qui va aller le plus haut entre un arbre qui pousse dans un pot et un arbre qui pousse dans une forêt? Tu vois, en gros, genre un pot, t'es restreint et tout, et une forêt, t'as des comparaisons pour aller aussi haut que tu veux. Et moi, c'est vrai que l'environnement, ça m'a grave aidé. Après, je suis pas très bon pour sociabiliser. Je suis quelqu'un d'assez introverti. Tu vois. C'est aussi la raison pour laquelle je n'étais pas trop dans les podcasts ou trop dans les connexions, etc. Tu vois, j'avais pas trop cette fibre co-branding, co-marketing avec les gens. Tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai vu les gens faire avec moi. Ou en mode, parfois, tu as juste besoin d'un message en disant hey, j'adore ton contenu, bravo. Tu vois. Et genre, en fait, le mec regarde ton contenu, il voit qu'il t'aime bien aussi, bah vas-y, viens, on fait un truc ensemble. Tu vois. Et parfois, juste, ça c'est un acte tout con. Mais juste le fait de déclencher une conversation, parfois, c'est con, hein, mais un commentaire sur des posts LinkedIn, genre, juste de montrer, et c'est ce que je disais d'ailleurs dans une de mes vidéos que je vais sortir sur YouTube, où genre en mode, les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, des commentaires, les gens qui me commentent sur mes réseaux, je les connais tous, tu vois, parce que je regarde mes commentaires, genre, je regarde les gens qui me like, j'en ai pas non plus, j'en ai une centaine, tu vois, max par post, et ouais, bah, je sais qui c'est, je l'identifie, je sais ce qu'ils font dans la vie. Si j'ai besoin d'eux, tu vois, genre, j'ai envoyé un message là récemment à un mec qui commentait tout le temps mes posts pour bosser peut-être avec lui. Je lui ai dit, vas-y, viens, on fait un call lundi, on bosse ensemble, tu vois. Parce qu'il a commenté mes posts et que je l'ai repéré, en fait. Et je pense que ça, c'est le truc qui est sous-côté, juste d'envoyer un message perso en disant, hello, j'adore ton contenu, bravo. Après, pour que la personne s'intéresse à vous, c'est vraiment de la vie, hein, et c'est un hack aussi que je vous donne, je pense qu'il faut avoir un certain statut. Tu ne peux pas espérer être invité dans des podcasts si tu n'as pas un statut intéressant. En gros, les entrepreneurs et les influenceurs sont comme tout le monde, c'est des businessmen. Ils vont voir avec quelqu'un avec 2000 abonnés, bah désolé, mais tu n'es pas encore au niveau où je suis, tu vois. Donc bosse un peu et reviens me voir. Non, mais c'est évident. En revanche, si tu dis, bah ok, j'ai 1,5 million d'abonnés sur TikTok, 200 000 sur Instagram, donc peut-être qu'on peut faire un truc potentiellement ensemble, mais ça vient tout seul dans ta tête, en fait, tu vois. Sur le mode, ok, bah go, peut-être que moi je vais me lancer sur Insta, peut-être que moi je vais me lancer sur LinkedIn, on va trouver un terrain d'entente. C'est d'ailleurs, si tu analyses un petit peu, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça se drôle parce que j'avais un élève à moi qui avait dit
j'ai monté un business à 200 000 euros par mois. Je vous explique comment j'ai fait. Il avait mis ça sur sa bannière, son titre LinkedIn. Et je voyais que ses engagements étaient énormes sur ses posts. Tu vois. Genre, il commençait vraiment à devenir une personnalité sur LinkedIn et il a changé son titre. Et il est passé genre de... Je sais pas pourquoi il n'a pas vu ça, tu vois, mais il est passé de 200 likes à 50 likes, 40 likes, tu vois. Juste parce qu'il a changé de titre. Juste parce qu'il a changé son statut, en fait. C'est que t'es qui, tu vois, quand... Ah, aux yeux des gens, en fait. Ouais. T'as Et en fait, Qu'est-ce que t'incarnes, en fait. Mais moi, c'est ce que j'ai fait un post d'ailleurs sur ça récemment, parce que moi, ça m'a fait briller, en mode, genre, putain, on a fait, pendant des décennies, ou même des centaines d'années, on a putain d'élu des rois, sous prétexte qu'ils étaient les fils de Dieu, tu vois, ou des personnes qui étaient en relation avec Dieu, tu vois. Ils se sont juste proclamés comme ça. Genre, personne n'a dit « Ah, c'est le fils de Dieu ». Tu vois, genre, non, c'est pas passé comme ça. C'est des gens qui ont affirmé un statut et c'était un mytho. Et pourtant, ils ont vécu dans des châteaux pendant des siècles. Et ça marche. Et ça a marché. Alors, je sais pas. C'est toi où tu mets ta balance, tu vois. Ouais. C'est de là où tu mets ta balance. Mais ça reste du marketing, tu vois. Quand tu pousses un petit peu, ça reste du marketing. Et rien n'empêche personne de mytho sur leur titre, de mytho sur plein de trucs pour avoir un statut et pour pouvoir percer. Quand tu arrives avec une Rolex au poignet, moi, franchement, tu as beau dire tout ce que tu veux, Rolex et bling bling, etc. Je vois un mec avec une belle montre, des beaux vêtements, etc. Bon, je me dis, le mec, peut-être qu'on peut faire un truc ensemble, tu vois. Peut-être qu'on peut faire du business. Ou alors, du moins, qu'est-ce que tu as à m'apprendre ? Ça envoie des signaux forts, en fait. T'attires et l'image des gens. est toujours importante. Comment tu te présentes, malheureusement, comment les gens te perçoivent. Exactement. Malheureusement, c'est très humain, en fait. Tu vas attirer des gens riches quand tu montres que tu es riche. Et c'est terrible d'apprendre ça. Je pense en tout cas que tu attires des gens qui sont. Alors, je sais pas, je vais acheter une Rolex ou quoi, mais tu vas rien que de vivre dans un appartement comme ça. Tu vois, si j'accueille. Non, j'ai pas de Rolex. Mais peut-être que je vais en acheter une, tu vois. Mais je pense que si je l'achète, c'est dans cette optique-là de me dire ouais, j'aime les belles choses. Ouais, je suis tombé dans le truc dans une nouvelle catégorie de personnes où je peux me permettre d'acheter des choses luxueuses. Et en fait, quand tu es dans cette catégorie-là, bah, tu as d'autres perceptions, tu as d'autres ambitions, tu as des connexions différentes, tu as des apprentissages qui sont différents. Moi, j'ai un pote qui est passé de multimillionnaire à pas smicard, mais bon, genre 3 à 5 000 euros par mois, quoi. Normal, quoi, ça a l'air normal. Et le mec, putain, il a roulé en Ferrari, il avait un château, enfin, il a toujours d'ailleurs son château. J'ai gorge coupée tous les mois, quoi. Genre, je ne sais même pas comment je peux finir le mois, quoi. Et le mec, tu lui parles, bon, il a toujours sa pige au PNE, tu vois, genre, c'est pas grave, mais tu lui parles, le mec, il a des connaissances sur la comptabilité, le juriste, la fiscalité, la comptabilité, la fiscalité, les investissements financiers, la crypto-monnaie, il connaît tout le monde. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas t'enlever. Et il me dit, tu veux être en relation avec un mec qui crée une boîte au Luxembourg, tiens, vas-y, je te connecte. Allez, hop, en 2 secondes, il te connecte avec le mec. Mais parce qu'en fait, le mec au Luxembourg lui parle parce qu'il a un intérêt. Ce mec, il avait un putain de bureau boulevard Haussmann, tu vois, de 250 mètres carrés. En fait, quitte à s'endetter, et c'est d'ailleurs la stratégie de beaucoup d'agences je ne sais pas si tu fais ça, mais quitte à s'endetter, de prendre un truc très grand, d'inviter tes clients dedans, de montrer que tu as de l'oseille, de montrer que tu pèses, les gens vont te faire confiance à ce moment-là. Donc tu peux très bien manipuler, tu fais pas ça, mais tu peux très bien manipuler, tu vois, les gens, faire croire que tu es quelqu'un, alors qu'en fait, et c'est d'ailleurs tous les escrocs qui ont utilisé ça. Ouais. Non, j'ai rien contre les... Enfin, je ne dis pas d'être escroc. Des super conseils. En fait, tu vois, moi, ça me parle ce que tu dis. Moi, j'ai déjà, il y a un truc que je prône assez souvent, et c'est une discussion que j'ai eue la semaine dernière avec Thibaut. Moi, je voyage souvent en business, mais parce que j'ai 95% de mes clients, je les rencontre dans les lounges, etc. Et parce que ça apporte le statut. Et ça, c'est super fort. Carrément, après, nous, les clients, bon, là, on a eu Coco, on l'a pas fait parce qu'on bosse ensemble. Mais normalement, ce qu'on fait quand on présente les comptes rendus ou autres et que c'est physique, on confisque le téléphone et c'est tout le temps dans des palaces, par exemple. Et ça, tu vois, ça apporte un statut aussi parce que quand tu prends un mec qui... j'ai pu bosser dans ma boîte d'avant, mais ça arrivera sur Prism avec des noms assez cool, tu vois, des grosses boîtes. Et des gens qui sont des salariés dans des gros groupes, mais qui voient arriver un petit entrepreneur et qui te prennent grave de haut. Quand ils arrivent dans la salle et que tu leur dis par contre le téléphone, posé là, déjà ils changent tout de suite, tu sais, ça crée une espèce de rapport de force et ça correspond un peu au statut. Bien sûr. Moi j'ai clairement vu la différence. J'ai un de mes mentors,
qui m'a pris au sérieux du jour au lendemain, comme ça, parce que je lui ai dit, parce que je me suis mis à bosser pour lui, et j'ai été employé par lui fut un temps. Et si tu veux, il y avait ce rapport employeur-employé qui fait que c'est lui qui avait le statut. Et le jour où j'ai bossé pour lui, que je lui ai confisqué son téléphone et que je lui ai dit par contre des histoires, tu vois, qu'il a commencé à commenter mes trucs et que je lui ai dit mais je t'ai pas demandé de poser enfin, ouais, je t'ai pas demandé de poser une conclusion. En fait, si tu me payes, c'est pour poser la conclusion. Si qu'elle te convienne ou pas, tu vois. Le fond du problème, tu m'as appelé. Tu renverses le rapport, du coup. En fait, là, tout de suite, la personne, elle se dit, en fait, mais tu vois, ça crée un statut. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'endettent de fou et tu vois, qui passent sur. Mais ça crée du statut. C'est un choix, c'est le film Arrête-moi si tu peux, quoi. J'ai un pote qui arrive avec. Il y a des mecs, en fait, il y a des mecs qui même portent des vêtements de médecins sur les réseaux sociaux pour faire croire qu'ils sont médecins, tu vois. Ouais, mais un costume, c'est un statut, tu vois. Et ça, je pense que les gens le sous-estiment beaucoup. Cette capacité à, même sur les réseaux, à faire croire qu'on a un statut, tu vois. À faire croire que. Alors, chacun a son libre arbitre. Je vous donne ça et en fait, tout le monde le sait, en fait, quand il réfléchit. La seule difficulté que tu as, c'est jusqu'où tu es capable d'aller pour réussir, en fait. Parce que tu peux mytho dans une certaine mesure, tu vois. C'est ce que tous les gens vont faire. Hein. Les gamins et les mecs qui vont arriver, qui ont demandé des milliers d'euros à des mamies qui arrivaient en. Bah, c'est le mec d'ailleurs de Tinder là qui faisait ça. Tu vois, c'est typiquement un statut, genre, tu vois. Typiquement, son hack est basé uniquement sur le statut. Faux statut. Qui a créé une mini Ponzi avec les meufs avec qui. En fait, il avait tout simplement créé une Ponzi. C'est une Ponzi de meuf, quoi. C'est plus ni moins que ça. Peut-être pas le business qu'on a envie de créer, mais. Yomi aussi, il a beaucoup utilisé cette histoire de statut. Énormément. Genre, à l'époque, bon, là, il a un peu arrêté sur les trucs de voiture, ces trucs qui marchent le mieux, en fait. L'humain est fondamentalement stupide parce qu'il croit que tout arrive par chance ou par hasard. Ouais. Jamais par travail. Quand tu leur dis la vérité et tu vois le nombre d'inscrits sur ce webinaire, on est la preuve, tu vois. Je sais pas combien de personnes, mais je suis convaincu que si tu avais dit, si on avait fait une vidéo avec des Ferrari ou des Porsche autour, on serait beaucoup plus de personnes. C'est clair. Peut-être qu'on pourra faire ça la prochaine fois. Ça pourrait être un bon hack. Mais regarde, aux États-Unis, par exemple, je sais pas, moi, je suis à fond dans le benchmark, en fait, vraiment de. Tu vois, pour moi, quand c'est ce que je l'ai dit rapidement, mais en fait, comprendre les humains vous permet de comprendre les algorithmes. Donc, moi, à chaque fois que je vois une vidéo qui a percé, je me dis pas, c'est une vidéo qui a percé par chance, par algorithme. Je me dis, qu'est-ce qu'a fait que cette vidéo, elle a marché? Comment est-ce que c'est construit? Qu'est-ce que le mec raconte? Pourquoi? Comment? Etc. Et j'ai regardé plein de vidéos, notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, donc c'est des références, en l'occurrence. Ce qui cartonne en ce moment, c'est bonjour, combien vous gagnez par mois? Comment est-ce que vous avez fait pour vous enrichir? Les TV micro, là. Et genre, les mecs donnent 3 conseils de millionnaires et ça cartonne. Tu vois, les gens sont là avec des croix et tout. Et c'est. Je trouve ça lunaire, en fait, de te dire que ce type de format, en fait, qui cartonne, en fait. Et que personne en France ne fait. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais en tout cas, ils cartonnent quand ils le font. En France, on a une autre perception de l'argent aussi. Ils ont peur des haters. En fait, les gens le font moins parce qu'ils ont peur des haters. En fait, il y a des haters partout. C'est pas. Moi, j'ai du mal. En France, ce que j'ai remarqué, c'est que les Français ne disent pas leur salaire contrairement aux États-Unis. Ouais, mais jamais. Aux États-Unis, ils disent je gagne 50 briques par an. Puis tu réussis en France, tu n'oses pas le dire. On en parlait encore hier ou ce matin, je me rappelle plus. Récemment, en ce moment, il y a beaucoup de business autour des OnlyFans et tout, du coup. Et je suis tombé sur un truc hier. En fait, typiquement, je suis tombé dans la spirale, tu vois. Où je suis tombé sur un gars qui racontait je sais pas quoi. Et après, je suis tombé sur un micro-trottoir aux États-Unis que de nanas qui font des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais. Et donc, c'est un truc qui dure, je sais pas, genre 20 secondes. J'ai regardé un réel. Et la nana, elle est dans une énorme McLaren, enfin quoi. Il vient, il lui dit, ouais, tu fais quoi dans la vie? Elle se tourne, elle dit, je peux le dire? Il dit, ouais. Et elle dit, ben, moi, du coup, je fais un fan et je gagne 1 million d'euros par. La nana, elle commence avec 1 million d'euros par mois. Moi, c'est ce que j'ai raconté. Ouais. Et juste après, le truc d'après, c'est une nana dans la voiture qui se tourne, pareil, qui se tourne vers son mec à chaque fois. À chaque fois, les mecs répondent, bah moi, du coup, je fais rien. C'est ça qui m'a fait trop rire. Mais il a raison, en vrai, je le comprends. Il se tourne vers sa nana. Et donc, bref, pareil, elle dit, ouais. Et elle dit, bah écoutez, les dernières 48 heures. En plus, c'est lui qui couche avec elle, quoi. Je me suis. Ça peut, elle fait 1 million par mois, genre juste faire des photos en. Ouais.
son soutien-gorge, et c'est lui qui termine dans le lit avec elle au final. Quoi. C'est ça qui est marrant, grave. Et la nana d'après, on prend une photo de mes pieds, je sais plus quoi, je tombe sur un autre réel, 11 millions d'euros en 48 heures. Et moi, je me dis, mais en fait, moi, quand je tombe là-dessus, au début, je me dis, mais attends, est-ce qu'elle mytho ou pas? Et en fait, quand tu creuses, déjà, je pense pas, mais au fond, c'est même pas le problème. C'est à quel point, tu vois, les gens se disent, mais en fait, si elle peut, je suis sûr qu'il y a plein de gens, en voyant ça, ils se sont tous inscrits. Je suis sûr qu'on est fan avec ça. De ouf. Genre, tu vois, faire un boost de Mais trucs. même tu regardes TikTok, Je me suis TikTok, même c'est dit- devenu du soft sex pour moi. Ouais, Littéralement, hein. Les nanas qui montent leur tête, c'est de la pornographie pour moi, vraiment, c'est du OnlyFans acquisition, quoi. Il n'y a que ça. sur TikTok. Moi, ça me tu parles c'est de dramatique, TikTok. ouais. Les mecs, alors TikTok, vas-y. des règles Et c'est ce que je dis, j'avais fait un post sur ça où j'avais mis une photo d'Emrata sur la plage et j'avais dit Je crois que je l'ai vu. vos concurrents, voilà vos concurrents, tu vois. Et genre, et là, j'avais mis un bébé aussi, tu vois, sur la plage en train de chialer, voilà vos concurrents. Tu vois. En vrai, quand t'as le bébé, quand t'as Emrata, quand t'as toutes les nanas qui montent leur cul sur TikTok, moi, ma petite tête en train de t'expliquer comment monter un business en ligne, casse-toi mon petit spot, hein, tu vois, genre, C'est clair, on n'a rien à foutre de ta vie, tu vois. c'est clair. Et je pense, pour revenir à l'histoire du statut, et moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai envie d'avoir des followers, c'est que je connais des gens qui ont 1,5 million de followers sur des plateformes, mais qui font moins de cash que moi. Ouais. La différence avec eux, c'est qu'eux, ils ont un statut. C'est-à-dire qu'eux sont invités à potentiellement aller atteindre n'importe qui. Tu vois. Moi, je peux aussi, mais je suis sur LinkedIn, tu vois, je suis dans le LinkedIn game. Donc, en gros, tous les influenceurs et tout, je les connais. Tu vois. Mais en revanche, qui est-ce que tu vas inviter pour faire un talk à la BPI? Qui est-ce que tu vas inviter pour faire un talk à San Francisco? Qu'est-ce que tu vas inviter pour faire un talk X, Y, Z? Quand tu vois un pote à moi d'ailleurs qui s'appelle Bastien Pellissier, qui est un follower que j'adore, je l'ai croisé d'ailleurs par hasard à Bali, dans une piscine, on a acheté comme ça, c'est retourné Bastien, Kevin. Bonne rencontre. Et puis c'est un très bon pote, exceptionnel ce gars. Et lui, il a putain d'être l'ambassadeur, tu vois, commercial pour Jordan Belfort, tu vois, dans une conférence. Et là, il va être dans une conférence avec le mec qui a écrit Père riche, Père pauvre, je ne me rappelle plus son nom, mais il va dîner avec lui. Il est invité à représenter la France là-bas. Genre, il a été invité à Dubaï, il a closé un mec, un autre qu'il a reconnu aussi dans la rue, qu'il a invité à Dubaï pour faire. Ça t'ouvre des portes de dingue, c'est sûr. En fait, c'est autre chose. Le statut, c'est genre même quand tu rajoutes une meuf sur Instagram, même pour la séduction, tu vois. Moi, j'ai un pote, tu vois, pareil, il a 80 000 abonnés sur Instagram. La première question qu'on te pose, c'est putain, comment tu fais pour être aussi, tu vois, tu fais quoi pour être. Les gens sont curieux en fait, mais c'est humain, tu vois. D'avoir 80 000 abonnés, il y a un mec qui a surfé sur cette tendance, c'est le barbu, là, je sais plus, Michigan, là, c'est un influenceur, vous connaissez pas, qui disait qu'il avait soi-disant 10 millions d'abonnés sur Instagram. Il ajoute que sur ça, genre. Mais ça, son business, il a cartonné. Hein, ouais. Il y a un mec qui avait fait une vidéo YouTube sur lui en disant que c'était un mytho. Okay. Ouais, mais il faut aussi faire du cash, tu vois. Il faut jouer le statut game, mais. Statut, c'est bien sûr. Je pense qu'il y en a qui peuvent avoir beaucoup d'abonnés et pas faire de cash. Totalement, moi, c'est ce que je viens de te dire. C'est que par exemple, moi, j'ai des gens qui ont 1,5 million d'abonnés, mais je fais plus de cash que. Après, si tu arrives à avoir les deux, je pense qu'il y a un leverage. Je pense que si tu as les deux, ouais. Mais il y a beaucoup d'influenceurs, d'ailleurs, tu vois, quand tu vois même Thibaut InShape ou des mecs très balèzes sur les réseaux sociaux qui font pas beaucoup de cash, tu vois, qui font plus 100, 200 000 par an. Bon, c'est déjà bien, tu vois. Maximum 500K, tu vois, mais ils pourraient beaucoup plus pousser. Et ça dépend aussi de la qualité de ta communauté, tu vois. Si t'as que des high tickets, des CEO ou des choses comme ça, ou des gens qui sont prêts à investir, alors que t'as une communauté de B2C très large. Oui, mais tu peux toujours aller chercher une boîte, par exemple, de production qui va sponsoriser ton truc, tu lui prends un cachet de 500K, voilà, tu trouves des moyens de faire du cash, tu vois. Ou alors, je sais pas, tu fais un programme sur l'immobilier, j'en sais rien, tu as plein de manières de vraiment transformer ton business en machine à cash. C'est ce qu'a fait MrBeast, tu vois. MrBeast, il a été très bon ok, j'ai une audience, elle n'est peut-être pas quali, j'ai peut-être de la merde, mais en revanche, je la transforme en milliards de dollars compagnie, quoi. Oui, parce que des personnes comme Nabila ou autre, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai, moi j'étais impressionnée d'entendre des gens de mon entourage qui me disent ouais, elle recommandait un produit, donc je l'ai acheté. Et okay. Ça marche donc ils avaient craqué le game. Hein. Maintenant, ils se font un peu plus. Ils se mettent un peu plus son sous-marin parce que depuis, il y a eu des scandales. Mais, celui qui s'est bien caché, c'est Thibaut. Moi, je l'ai rencontré, je l'avais croisé à Dubaï et c'est comme ça que j'avais un peu su on va dire les coulisses, quoi. Mais le mec m'avait fait halluciner. Il faisait du 3 millions par an. Ouais. Il craquait le game, vraiment. Enfin,
peut-être pas, parce que je crois que Nabila, elle a des gros chiffres aussi. Hein. Mais Thibaut, tu sais, c'est le gars de. Sa femme, elle s'appelle comment? C'est un bleu, là. Jessica, je crois. Ah Je sais pas oui. si vous voyez. Mais eux, ils ont transformé de fou. Genre, Thibaut, il a dû faire deux émissions au final. Enfin, il en a peut-être fait après, mais il a dû faire genre 2 émissions. Il a pris une audience. Il a dit, allez, je vous fais des produits bien aussi. Il Ouais. ça en masse. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Il y a de l'abus de ouf. Mais c'était un très bon business. Et moi, j'ai une question du coup pour revenir un peu à ton business. C'est quoi la suite pour toi, les prochaines étapes, la vision Là, la vision, c'est d'aider le maximum de monde à travers ma formation, à travers d'autres formations aussi que je vais créer. Je suis dans une phase de délégation, c'est-à-dire j'essaie de m'entourer de personnes plus talentueuses que moi. Tu as une grande équipe du coup Là, j'ai recruté 10 personnes, recruté, sélectionné pour bosser avec eux. Quoi. Donc, on est dans un écosystème de 10 personnes. Okay. Toutes les personnes que je recrute, je travaille. En fait, je bosse avec eux comme je bosse moi. C'est-à-dire que on teste un truc. Tu vois, tous les trucs que je t'ai dit, on l'a testé sur Instagram, on l'a testé en 2 semaines, tu vois. Donc là, on itère, on a trouvé d'autres idées à lancer. Parce que du coup, ça n'a pas marché. Hein. Je vous le dis, hein, ça peut paraître bien sur le papier, ça peut être des bonnes idées, mais ça n'a pas marché. Donc ça marche pour vous, tant mieux. Mais en tout cas, moi, dès que. Et en fait, je recrute des gens en fonction de problématiques qu'ils ont repérées potentiellement dans mon business, là où ils peuvent m'aider. À vraiment. En fait, je travaille plus à la journée, je travaille vraiment à. Je prépare en fait des bulles. Je focus mon énergie sur un bulldozer, tu vois. Ouais. Et plus sur des petites actions. Ok. Là où avant, j'étais vraiment sur des petites actions, là, je focus vraiment sur du bulldozer parce que ça me laisse du temps d'un côté pour travailler sur mes contenus, travailler sur ma formation, améliorer mon produit, améliorer mon offre. Parce que si je suis tout le temps focus en fait sur l'argent, il y a un moment où en fait je vais déjà psychologiquement c'est pas bien d'avoir une notification Slack tout le temps. C'est bien de commencer. Je suis très content d'avoir commencé comme ça. Mais il y a un moment où là je suis en train de restructurer vraiment la boîte quoi. Tu vois, je suis en train d'essayer de déléguer au maximum et d'aller parce que là je change de lifestyle quoi. Je suis plus dans le lifestyle voyage, machin. Je suis dans le lifestyle structuration. Ouais. Je passe du chaos à la structure. Est-ce que tu as une vision claire du coup, de là où tu veux aller ou... Moi, j'ai toujours des objectifs qui sont complètement lunaires, mais dans mon idéal, ce serait que 90% des gens qui fassent ma formation arrivent à atteindre les 10 000 euros par mois en 2 mois. Ça, c'est ma mission. Et je pense que je vais y arriver. Énorme, ok. Je pense que je vais y arriver, ça c'est ma formation initiale. Ma deuxième mission, ce serait de permettre à des gens de commencer à faire leur premier millier d'euros sans avoir besoin de dépenser 1 euro, en dehors du CPF. Ok. Parce que du coup, c'est de la merde. En utilisant l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a des moyens de faire des trucs plutôt cool. Tu vois. C'est ce que j'étais en train de faire justement avant que vous arriviez. En fait, l'intelligence artificielle, il faut savoir qu'elle a la connaissance de toutes les connaissances business, bouquins du monde entier. Tu vois. C'est-à-dire qu'elle est capable de beaucoup mieux me conseiller moi-même sur mon business, en fait. Et comment est-ce que je m'en suis rendu compte? C'est assez drôle l'histoire, c'est que j'ai fait un call d'1 heure avec un pote pour lui conseiller sur sa boîte. Et en fait, à la fin du call, je suis passé 1 heure vraiment à essayer de comprendre son truc et tout, machin. Je lui donnais 7 actions à faire. Je me dis, putain, mais pourquoi t'as pas demandé à l'intelligence artificielle de te sortir ça? Tu vas te demander à l'IA de te faire un truc. Il me fait, non, on peut essayer. Bon. Écoute, je vais essayer de tester. 1 prompt, 2 prompts, 3 prompts, 30 prompts. Le 30e prompt, j'ai réussi à avoir les 7 idées que je lui avais données, bien détaillées, les process, etc. Plus 4 autres idées. Je lui ai envoyé, il m'a dit, ouais, c'est choquant. Et donc, en fait, ça m'a donné un déclic où je me dis, putain, en fait, avec l'IA et avec une bonne connaissance que moi, j'ai comment poser les bonnes questions de coaching, de business, etc., comment est-ce que je peux utiliser l'IA et moi, avec mes connaissances, pour au moins permettre à des gens de faire 5 000, 10 000 euros en utilisant les connaissances business. Parce que fondamentalement, la chose dont tu as besoin, c'est d'avoir une offre bonne pour un problème donné, avec une solution qui performe. Donc, juste remplir ces 3 choses-là. Je pense que la 3e chose, c'est moi qui vais l'apporter, mais en tout cas, pour au moins trouver la première et la 2e chose, l'IA peut être hyper intéressante. Tu vois. Et après, maintenant, tu as plein de trucs qui existent en plus avec tout ce qui est driving. Comment est-ce que tu drives? Comment est-ce que tu lis un PDF? Comment est-ce que tu... Enfin, en gros, tu vois, par exemple, là, j'ai pris 700 templates, 700 hooks de persuasion. En gros, c'était un template PDF où, en gros, tu commences la phrase et il te dit de remplir le milieu pour hooker les gens. Tu vois. Genre 5 techniques pour
truc entre les deux. J'ai donné ça à manger à ChatGPT et je lui dis, bah, vas-y, choisis-moi le meilleur hook pour, je sais pas, parler de X. Tu vois. Du coup, ça me sort le hook parfait en utilisant la bonne accroche pour pouvoir avoir le maximum de vues sur les prochaines vidéos. Tu vois, comment est-ce que tu peux utiliser l'IA finalement pour pouvoir lancer un business, avoir des idées, comprendre l'humain, manipuler l'humain. Tu vois. Je pense que les gens sont sceptiques sur l'IA juste parce qu'ils ne savent pas comment l'utiliser en fait. C'est Carrément. ça, Ouais. si Et même, tu vois, genre, le truc. truc que je vais essayer de faire, c'est est-ce que si tu donnes par exemple un article qui résume parfaitement bien le bouquin d'Ambrosi, Ouais. tu vois, ou 100 millions de faire, tu lui donnes le bouquin à bouffer en PDF, tu lui dis, OK, bon, maintenant tu as les connaissances de ce bouquin, trouve-moi une idée, tu vois, pour lancer un business. Tu vois. Mais qui va te faire toute ton offre parfaite. Enfin, je sais pas, j'ai pas testé, mais parce que ça marche, tu vois. En gros, tu lui donnes Non, mais à y a pas de manger, limite, hein. tu lui Tester, de toute donnes façon. un PDF avec 100 pages de connaissances business résumées. Ouais. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Hein, en soi. Juste ça applique peut les être concepts que tu comprends dans tous ces trucs-là, il va te le faire en 2 secondes. Quoi. Et ce qui est super intéressant sur ta vision, c'est t'as pas des objectifs de chiffre d'affaires ou de. Enfin, c'est plutôt vraiment la satisfaction et la réussite de tes clients. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est ce qui fait tout le succès, parce que quand même 70 000 euros par mois, c'est vraiment bien. Et on parlait un peu d'affiliation. Est-ce que tu penses que ça participe au fait que les gens recommandent ta formation et du coup, tu as de l'acquisition qui arrive tous les mois? Ouais, en fait, moi, j'étais focus sur le chiffre d'affaires à la journée. Donc, je bossais un peu vraiment comme dans une machine. Quoi. À la journée? Ouais, à la journée. Ok, c'est énorme à la journée. Non, c'est bien. Si j'avais pas fait rapide, mon CA, ouais, ouais. je faisais autre chose, je trouvais plein d'idées, etc. Je pense que c'est très épuisant de bosser comme ça. C'est très bien. Hein. Ça m'a appris plein de choses sur le business, plein de choses sur comment vendre et tout. En revanche, là, ma vision, plus de me baser sur les objectifs des clients, elle est beaucoup plus intéressante parce que tu fais une flywheel, on appelle ça, donc tu fais une accélération sur la... Là, j'ai acquis suffisamment de clients, tu vois, j'ai quand même 1500 personnes qui ont fait ma formation. Si vraiment ces 1500 personnes-là, j'arrive à atteindre les objectifs, que 90% arrivent à atteindre leurs objectifs, ça va faire une explosion. Quoi. J'ai 1500 potentiellement ambassadeurs, tu vois, qui vont vouloir... T'as 1000 fans. Voilà, 1000 fans. Donc là, il y en a déjà beaucoup qui ont atteint les objectifs. Ouais, il y en a. Mais je pense que ceux qui ont atteint les objectifs avaient déjà les connaissances business que je vais inculquer. Donc là, c'est les nouveaux trucs que je vais faire. C'est plus de leur donner... Parce que des gens, en fait, ils sont venus dans ma formation qui font... tu vois, il y a un mec qui m'a dit, bah, juste avec un hack de ta formation, j'ai fait 600K l'année dernière. Tu vois. Un hack. C'était quoi le hack? C'était d'automatiser Pôle emploi pour récupérer les adresses email des gens. Eh ouais. Voilà, un hack que j'ai montré dans la formation. Tu vois. Il m'a dit, bah, j'ai fait copier-coller ton script, 600K. Donc, je me dis, putain, genre, si lui, il a réussi à faire 600K avec un truc, putain, ceux qui utilisent toute la formation. Voilà, ceux qui utilisent toute la formation. Et pareil, il y avait Laurine aussi qui avait utilisé mes stratégies d'acquisition aussi. Elle m'a dit, oh, putain, premier mois, j'avais fait 30K. Il y a Chris Scholli aussi, il avait fait 20K sur une de mes stratégies que je lui avais données. En gros, moi, tu prends une technique, elle fonctionne, voilà, tu n'as rien besoin de plus. Quoi. Je pense que ce qui manque, effectivement, je pense que la chose qui catégorise un peu ces gens-là, Chris, il a une offre qui est intéressante, Laurine, elle a une offre qui est intéressante. Mon pote, il a une offre qui est intéressante, tu vois. Ce qui leur manque, c'est le truc avant. Comment est-ce que tu construis vraiment l'offre? Comment est-ce que tu crées du business? Je suis vraiment dans la technique, c'est ça qui a plu aux gens. En revanche, tu peux très facilement finir lourdé par apprendre trop de trucs, tu vois, et d'appliquer, en fait, de forcer un truc, tu vois, parce que le gros, c'est extraordinaire quand tu as un produit merveilleux, tu vois. Quand tu as un produit qui se vend et que les gens sont trop contents et que tu as un problème solide de ouf, en fait, quand le mec, il dit pas non à ton produit, par exemple, tu vois, et que tu fais de la prospection en masse, bah, c'est extraordinaire. Mais en revanche, si tu dois négocier, faire un call, un machin, un truc, tu vois, tu peux pas automatiser. C'est plus chiant, tu vois. Donc, si tu arrives vraiment à avoir une offre et que tu arrives à utiliser le gros comme levier, tu défonces tout, tu vois. Et moi, le truc, c'est pour ça que beaucoup d'entreprises se trompent et que ça marche pas dans le gros chez eux. Enfin, ça a marché dans les boîtes qui avaient un vrai market fit. Un vrai fort market fit, tu vois, parce que les boîtes, elles stagnent un peu avec le gros, tu vois. Les vraies boîtes qui ont fait comme ça sont les boîtes qui ont eu un produit, quand je parle comme ça, je prends un Dropbox, Airbnb,
Ouais. Tous utilisaient du Bros, tu vois, même Facebook, mais qui avait un market fit qui était genre, il résolvait un problème qui était hyper douloureux. Tu vois. Donc quand tu arrives à construire une offre qui est hyper douloureuse, qui ne demande pas trop de temps aux gens, tu vois, j'ai un mec là qui m'a prospecté par message, juste avant que vous arriviez, qui me dit: Hello Kevin, je fais des vidéos de conversion pour tes funnels. C'est moi qui la monte, je m'occupe de tout, etc. Je te fais ton script, je te la monte, etc. En revanche, je prends des commissions sur tes ventes, tu les mets juste sur ton site. Ah bah. Trop stylé, mec. On dit Toutes les ventes qui vont venir sur cette vidéo, c'est toi qui les prends, donc go, tu vois. Il en fait 5 ou 10, bah, ça y est, il a plus de 20K par mois, tu vois, en automatique. Ouais. Et ça, c'est le genre de business, j'ai pas dit non. Je lui ai dit, ok, vas-y, on voit un exemple, tu vois. Et c'est une stratégie de prospection, tu vois. En fait, moi, je réponds jamais aux prospections, parce qu'on est mal ciblé, mal envoyé. Mais la prospection, c'est ni plus ni moins d'avoir une offre qui répond suffisamment à un problème, tu vois. Sur une cible donnée, en fait. Tu vois. Si tu me dis demain, j'ai un outil pour t'aider à percer sur Twitter, ou alors j'ai regardé un peu ton compte Twitter, il faudrait peut-être que tu y ailles, voilà ma strat, tiens, voilà ma facture, signe à moi et on commence, tu vois. C'est clair. Orienté, impact. Ouais, c'est non, mais carrément. Ça me fait réfléchir en parallèle. Je crois qu'on va réfléchir aussi sur nos business respectifs. Ouais, je t'assure, tu m'as fait réfléchir de ouf. C'est clair. Mais je me demande, du coup, mais ça c'est une déformation professionnelle, mais je te le demande quand même, tu récoltes de la data, du coup, auprès de ta commune ou pas du tout? Enfin, des gens, des élèves et tout? Comment? Bien sûr. Genre toi en direct ou? Alors moi, j'ai installé tous les trucs de data sur mon site. Après, j'ai pas trop le temps de les regarder. Ce que je sais, c'est le chiffre d'affaires qu'ils font. Avant, après la formation? Ouais. Et quand tu leur demandes, du coup? Enfin, genre, t'as des... Ouais, bah en fait, soit j'ai des témoignages de remerciements directement par message, tu vois. J'ai créé un forum aussi où je vais les aider à... Tu vois, j'ai mis un mec sur le forum qui a l'exclusivité sur mes formations et du coup, lui, il va recruter des gens dans la communauté, tu vois, pour toujours leur aider, en fait, les enrichir, quoi, tout le temps. Tu vois. Ça, tu vois, ça, c'est le genre de truc que j'aurais peut-être pas fait, en mode, putain, je vais mettre un mec qui va leur donner des missions de freelance pour qu'ils deviennent plus riches, quoi, tu vois, genre, vas-y, go, tu vois, moula. Et non, ouais, sur les, bah, en fait, après, t'as juste des gens qui explosent et je savais même pas qu'ils étaient dans ma formation, tu vois, Laurie, je savais pas. Thomas Rivol aussi, il a fait ma formation. Il y avait. Putain, il y a des noms que j'oublie. Genre, il y a Jérôme Rossa aussi qui est trop bon aussi sur LinkedIn et sur la prospection. Il cartonne. Il est passé de garagiste à 20 000 € par mois, tu vois, en suivant ma formation. Il y a Kevin Lage aussi qui marche plutôt bien. Lui, en plus, en mode vraiment lifestyle business, tu vois, il a réussi à faire 5-10 000 € par mois. Il est content. Il est sur plein de missions. Tout le monde est connecté, en fait. Tout le monde se connaît, en fait. Il crée en fait, la synergie qui se crée entre eux est juste ouf. Parce que moi, je me suis battu vraiment pendant 3 ans, je me suis vraiment battu à faire du bottom funnel. Donc, je vais peut-être faire du top funnel. Mais moi, tous les gens qui sont venus dans ma formation, c'était déjà des gens qui avaient des vrais business à 15, 20, 30 000, tu vois, qui sont arrivés pour faire 70, 100 000, quoi. Ou alors qui étaient déjà conscients du business, quoi. Donc, j'ai la chance d'avoir des gens très, très chauds. Mais ouais, globalement, tu vois juste des gens. T'as aussi Théo Leblanc qui a fait ma formation, qui est en train de suivre ma formation aussi. Enfin, tu vois, il y a des gens, en fait, j'apprends, je les vois dans ma communauté, je fais, ah, qu'est-ce que tu fous là? Tu vois. Il y a Jordan aussi de Boutezer qui a pris ma formation. Je ne sais pas s'il l'a suivi. Pas tout le monde qui a fait ta formation. Moi, j'ai eu énormément de bons retours, en vrai. Ouais. Déjà c'est très rare que j'étais avec quelqu'un qui n'a pas fait ta formation, ou qui en a pas, honnêtement. Ah ouais? Ou qui n'utilise pas un tech, honnêtement. Je parle de gens, tu vois, genre, qui performent. Même dans les gens qui ne performent pas tant, plein de gens parlent de toi. Et à chaque fois, j'ai eu des bons retours. Tout le monde m'a toujours dit, franchement, game changer. La formation, la mieux notée. Honnêtement. Ouais. Ouais, non, mais c'est justement l'objectif. Ça, c'est quand je me suis vraiment dit, ok, vas-y, résultat clair, quoi. Go. Et c'est pas fini, parce qu'en fait, moi, mon objectif aussi, c'est de mettre en lumière les élèves de ma formation. Tu vois, je suis en train de travailler avec un élève, je travaille avec 2 de mes élèves, en fait, là, en ce moment. L'un sur le plus commercial, tu vois, ce qu'on appelle du setting. C'est-à-dire, je vais l'envoyer sur mon compte, si je veux le dire, bon, vous le saurez de toute façon. Je vais l'envoyer sur mon compte LinkedIn et c'est lui qui va faire les ventes à ma place. En gros, il va aller parler à des gens, entamer des discussions. Le one-to-one dans la fameuse 100 millions de leads. En gros, si tu veux, le one-to-many, je travaille avec un mec qui est en train de me faire mon funnel de webinar, tu vois, tout mon funnel de webinar.
Je travaille avec un autre mec qui crée ma communauté, qui a créé une communauté, la centraliser, etc. Tu vois, donc voilà, comment est-ce qu'on va faire? Du coup, si tu vas Ambrosi, encore une fois, ce mec, il met en fait, ce mec, il a fait 2 bouquins où il a tué le business des coachs. Le business, c'est terrible, mais bon, voilà, bref. Ouais. Oui, il a très bien résumé l'effet de levier que moi j'ai essayé de faire avec mes affiliés. En fait, la communauté, c'est un très bon levier pour tes clients, pour tes consommateurs, tu vois. Comment est-ce que tu mets en lumière des gens? Comment est-ce que tu apportes de la valeur, tu vois? Quand tu as des gens de ta formation qui vont aider des personnes qui ne sont pas dans ta formation, qu'en fait, tu te rends compte que le niveau, il a un gap comme ça, et qu'en fait, vas-y, no-brainer, je prends la formation directement dans la communauté. Donc, tu vois, il y a plein de petites actions comme ça qui vont faire que bah, ça va faire, en fait, encore une fois, l'effet rouleau compresseur, quoi. C'est de faire un effet de levier hyper fort. C'est hyper puissant de créer un écosystème dans ta communauté, en fait, parce que les gens échangent entre eux et ça renforce vraiment l'univers autour de ta formation parce qu'ils ont cet élément. Totalement, il y en a plein. Je pense que ça a créé un impact de dingue, en fait. Il y en a plein qui m'envoient des messages qui me disent en fait, j'ai pris ta formation juste pour la communauté, quoi. Ouais. Quand tu payes 500 balles juste pour une communauté comme ça et que tu trouves un client à 1000 balles, tu vois, c'est ce que disait Thibault Louis, quoi. Les mecs qui font en fait, on se rend pas compte des synergies de ouf qu'il y a. Les mecs qui sont connectés, en plus, j'ai mis tous mes potes sur la communauté. Il y a Ruben, il y a Julien et tous les gens qui ont fait la formation, quoi, tu vois, qui sont dans la communauté. Donc, en fait, tu peux faire des synergies, apprendre. Je pense que je peux faire encore mieux, encore plus. Tu vois, je peux rajouter des lives, je peux rajouter des trucs, ça va venir, je pense, dans les prochaines semaines. Mais rien que le fait de donner des mises à jour, tu vois, constamment. Ça, c'est un truc, c'est moi qui l'ai introduit dans l'écosystème formation en ligne, quoi. En fait, à la base, d'avoir l'accès gratuit. Tu payes une formation et tu as accès à toutes les mises à jour après, quoi. Tu vois. Ouais, c'est cool. Et d'ailleurs, il y a même Yomi qui s'y est mis là récemment. Genre, je sais pas si c'est de moi, mais en tout cas, il a dû sûrement le voir sur un des sites où un mec a dû lui conseiller. Parce que, genre, j'étais le premier en France à faire les mises à jour gratuites pour mes élèves, quoi. Parce que tout le monde va se dire, ah, mais c'est une connerie. En fait, le mec, il paye une fois, t'es pas rentable, t'as LTV, t'y as pensé. Ta gueule, en fait. Genre, la LTV, c'est plus tard, tu vois. Déjà, essaye de faire suffisamment de cash cette année. Après, tu vas investir sur des éléments de scalabilité, quoi. Le marché il est suffisamment grand, en fait, ce que je veux dire dans l'infoprenariat ou dans le business, d'ailleurs, de manière générale. Il y a toujours au moins 10 personnes par jour qui veulent faire une formation ou qui veulent apprendre l'entrepreneuriat. Bah, tu pourras vendre d'autres choses et donner gratuitement, je pense que c'est ce qui fait exactement. Est-ce que je peux construire un SaaS? Est-ce que je peux, tu vois, il y a toujours moyen de faire du cash, quoi, donc ça ne me fait pas trop de soucis. Mais les gens sont très en panique, justement, sur... Puis on peut peut-être se terminer ce live sur cette dernière tips que je peux donner. En gros, quand vous donnez des contenus gratuits, ça, j'ai mis du temps à le comprendre, c'est que vous êtes toujours partagé entre est-ce que c'est un contenu gratuit que je dois donner ou est-ce que c'est un contenu payant que je dois donner. Pour beaucoup de gens se posent des questions. Et du coup, moi, ça, j'ai mis du temps à me dire ça, je ne peux pas le donner gratuitement. Et tout, machin. En fait, il faut voir, je pense, vos clients comme un espèce de croissance, comme ça. Un truc. J'avais fait un tableau, mais qui n'était pas du tout parlant sur LinkedIn. Mais en gros, typiquement, j'ai compris ça grâce à Ambrosi. Ambrosi, il donne un putain de bouquin gratuitement pour aider des gens à atteindre 100 millions. Ouais. Avant, tout ce qui est là, c'est-à-dire de 0 à 100 millions, il s'en bat les couilles. Tu vois, c'est quand même fort déjà. Donc, voilà pourquoi il a niqué le marché. Voilà, typiquement. Et ensuite, tout ce qui est à 100 millions, c'est son business. Donc, c'est payant. Tu vois. Donc, ton focus, c'est d'essayer d'amener les gens à un point A à un point B. C'est quoi ton point B? Gratuitement. Donc, moi, le point A au point B, ça peut être t'es salariat, t'en as marre, t'es en rattrace, vas-y, t'as quitté ton job, t'es en CDI, maintenant tu me rejoins. Okay. T'es en entrepreneur, t'arrives pas à générer du cash pour X ou Y raison, viens tester mes techniques et tu vois. Donc, en fait, ou alors même, tu connais le gros et tu sais pas faire tu sais pas appliquer mes techniques, viens, on y va. Tu vois. En gros, tu as toujours un point A, un point B, du coup, tu essaies de donner ça gratuitement. C'est pour ça que la vision, elle est hyper importante, et même de chiffrer ta vision, c'est encore plus important. En gros, c'est comment est-ce que tu passes de 5 000 à 10 000 par mois, quoi. Tu vois. Moi, c'est ça. En gros, les gens qui font 5 000, c'est intéressant. C'est la lifestyle business. Vous pouvez faire ma formation pour faire 5 000 euros. En revanche, moi, vous pouvez regarder 3-4 heures de ma formation pour faire 5 000 euros. Ouais. Et après, quand vous voulez faire plus, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, quoi. Okay. Donc, moi, je donne gratuitement comment faire 0 à 5 000. Ça, c'est ce que je donne gratuitement sur LinkedIn. Honnêtement, je pense que tu peux faire même déjà beaucoup plus avec ce que je partage. Mais après, si tu fais 5 000 à beaucoup plus, là, il faut payer. Donc ça, c'est mon positionnement avant. Intéressant de le voir comme ça. Ouais. Ouais, c'est marrant. Et après, mais même les gens, après à 100 millions, je ne suis pas encore dans le cas parce que je ne suis pas à ce niveau-là. Mais tu vois, par exemple, ce que je pensais faire, c'est les mecs maintenant qui ont atteint 10 000 euros par mois dans ma formation. Ouais. Qu'est-ce que j'en fais, tu vois?
Est-ce que je peux pas aller créer un nouvel écosystème de gens qui font plus de 10 000 euros, tu vois. Oui, tu parles des paliers un peu. Ouais, et les mecs qui font 10 000 euros grâce à ma formation, bah vas-y, venez maintenant, on va, par exemple, je peux créer une communauté, tu vois, payante, Ouais. ou un mastermind, peu importe, tu vois. Ou alors, maintenant vous êtes à 20 000, je connais vos problématiques parce que j'ai des parcours dessus. Des problématiques un peu spécifiques. Qu'est-ce qu'il faut faire, exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les dépasser, quoi. Et donc, c'est une nouvelle offre, une nouvelle formation. Je ne pense pas que ce serait une formation parce que du coup, c'est d'autres types de personnes. Tu vois, c'est peut-être des gens qui ont plus envie d'être en présentiel. Mais voilà. Bon, ça fait un bon moment là. Ouais, je crois qu'on avait un bon live. 1h49, je suis une vraie biblée. Ouais. J'adore ce que tu fais et la façon dont tu transmets ta force. J'ai regardé tes vidéos YouTube. Trop bien, merci. Ouais, fort. Est-ce qu'on a des questions? Je crois pas avoir vu passer de questions. Putain, on a fait 2h49. Ah, on a des pouces, énorme. c'est sympa. Trop cool. Bon, bah, trop cool. Merci beaucoup, hein, c'était super intéressant. Merci beaucoup, Kevin, du coup, pour ces 1h50. Putain, je suis une vraie pipelette. Tu vois, c'est pour ça que je me mets front de caméra, j'arrête pas de parler en fait. C'est vrai. C'est quand tu fais naturellement, donc tu vas pas faire plein de contenu. Mais c'est pour ça que je me suis mis sur les vidéos récemment. N'hésite pas. Ouais, merci à tous en tout cas. Ouais, merci à tout le monde. Cool. Merci. À lundi pas lundi du coup, le prochain. Bon bref. On l'annonce prochainement. Est-ce qu'on ferait pas un vlog? Elle est cool. Bon, good.